Bonjour. Ça va? D'accord. Ah ben d'accord. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous, qui dit nouvelle semaine, dit évidemment un nouvel épisode de Dread sur le tape. Ici, David Bocage. J'imagine que par ce temps-ci, vous êtes au courant, non? Je répète. Il radote! Monique! Il radote! Ben oui, je sais bien. J'espère que vous allez bien. Flash random, je sais qu'il y a des gens qui des intérêts variés qui écoutent Dread sur le tape et j'en ai pas parlé quand c'est arrivé, mais David Crosby est décédé. Peut-être qu'il y en a qui ont vu passer, chanteur, auteur, compositeur, interprète américain qui fait partie des Byrds, mais également de Crosby, Stills, Nash and Young. Oui, Neil Young était également dans le quatuor à un certain moment. Eux qui ont été Crosby, Stills et Nash et Crosby, Stills. Des Crosby Nash, des fois. Bref. Mais allez écouter l'album Déjà Vu en anglais, hein, comme on dit. Des chansons comme Teach Your Children ou encore Our House. Plein de très bonnes chansons. Ça m'a fait redécouvrir le catalogue des gars que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Donc, je dis ça, je dis rien. Des fois, il y en a qui nous écoutent sur la route, ils se disent, mon Dieu, je cherche... Parce qu'il faut faire... Quand on fait la route, c'est un savant mélange entre musique et podcast, l'un ou l'autre. Podcast, à un moment donné, on est comme gazé, musique trop, on a mal à la tête, radio locale. Toujours avoir sa bonne dose de radio locale pour voir des erreurs, des quiproquos qui se passent live en ondes, qui sont pas sans rappeler Louis-Paul Fafaralard, le personnage de François Pérusse, qui est inspiré, en fait, à 100% de François Pérusse, de son propre aveu, lui qui faisait la radio communautaire. Ici, Louis-Paul Fafaralard, qui parle au micro, parce qu'il n'y a pas d'auditeur, il faut que tu parles quelque chose. Bon, alors, donc, bref, et donc, tout ça pour dire, savant mélange de tout ça, de musique qu'on connaît, des fois de découverte, hein, trop de découverte d'une shot, c'est trop, donc on n'est pas capable de le prendre, c'est indigeste, donc, doser tout ça, et je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent souvent pour me dire, qui nous écoutent sur la route, beaucoup de gens qui ont des métiers de conducteurs, donc je vous salue, soyez prudents, faites attention sur la route, et si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau, vous devez être des vétérans et downloader l'épisode avant et on vous en remercie. Donc voilà, peu importe d'où vous nous écoutez, n'hésitez pas à m'écrire des fois, me dire hey, je t'écoute. Un moment donné, j'avais été voir en Australie, j'avais fait une marche, j'avais fait un pause, puis quelqu'un m'avait dit ça, c'est exactement de là que j'écoutais ton podcast. Ça te rentre dans le cœur comme la seringue dans le cœur de Uma Thurman dans la scène d'overdose de Pulp Fiction. Également, j'y vais d'un référent cinématographique. D'ailleurs, random, je divague, là, j'arrive à l'épisode, mais j'ai vu cette semaine, j'ai parlé de Letterboxd l'autre jour, l'application de cinéma, puis il y a des gens qui m'ont écrit par rapport à ça, ils ont fait Letterboxd is life. Oui, c'est incroyable. Quel film j'ai vu cette semaine? Et là, ça va être le pitch le moins vendeur, mais c'est un film de 1957 en noir et blanc qui est un huis clos. Déjà là, vous êtes supposé avoir arrêté d'écouter. Qui s'adonne à être un classique qui est 12 Angry Men, 12 hommes en colère. Et j'en avais entendu parler, évidemment, je l'avais jamais vu. Je l'ai regardé. C'est calissement bon. Et je m'excuse, je l'ai dit avec un accent huppé, mais donc ça adoucit le sac, mais c'est excellent, ce putain de film. Merde, tu sais, des films des années 50 que tu regardes sans te dire, ouais, c'est un peu bien. Tu sais, honnêtement, wow, je le sais, vous allez me dire, hey, honnêtement, je suis pas convaincu. Je vous jure, je m'attendais à un niveau de jeu un peu grossier, des mouvements de caméra vieillots. Non, c'est fluide et Dieu sait que c'est pas facile de raccorder 12 personnages qui parlent dans la même pièce, mais non, il y a je vous le dis, il est pas sur les plateformes de streaming, il est sur YouTube, il faut le louer sur YouTube par exemple ou autre service de location. Et c'est juste une petite heure et demie, un petit film assez bien compressé. Mais tight, et ça marche encore très bien. Je vous le dis parce que j'ai été agréablement surpris. J'en parlais avec un ami, puis s'il y en a qui se disent « Ah, j'ai juste une petite heure et demie pour checker un truc au passage. » Écoutez, 12 Angry Men et son propos, je vous en dis pas plus, là, mais son propos et les thèmes abordés sont plus relevant, sont plus d'actualité qui ne l'était en 1957. Donc, bref, agréable surprise de mon côté. 12 Angry Men de Sidney Lumet, réalisateur célèbre pour plusieurs films, si je ne me trompe pas. Donc, d'ailleurs, dernière suggestion, après je vous laisse. Il y en a qui disent, t'as pas de casse de hockey, arrête tes dérapes. Mais apparemment, s'il y en a qui sont des fans de cinéma, le livre de Sidney Lumet, Making Movies, est apparemment un des meilleurs
livre écrit sur le cinéma, bourré d'anecdotes et d'informations pertinentes, intéressantes. Donc, voilà, c'était le segment culturel de Dreadsulté. Ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui, épisode dont je suis très fier. Marc Durand, je sais qu'il y en a plusieurs qui le connaissent peut-être pas au moment où je parle, au moment de dire ces lignes, mais qui vont évidemment le découvrir à l'épisode. Superbe invité. Ça, là, à ta boy, la découverte. Marc est un très difficile à classer parce qu'il est auteur, mais il est également réalisateur de certains documentaires. Il anime un podcast, il fait beaucoup de choses. C'est un vrai passionné et il est absolument sympathique et très articulé. Spécifiquement par rapport au hockey, il s'intéresse beaucoup à la la capitale nationale, Québec, la ville de Québec, qui est le Québec, c'est la place que j'ai tout le monde. C'est pathétique. Il s'intéresse beaucoup à la ville de Québec dans un contexte de hockey. Ses livres portent beaucoup sur Jean Béliveau, Guy Lafleur, les Bulldogs, si je ne m'abuse, de Québec. L'épisode est enregistré à un certain moment. J'ai une mémoire qui faillit à la tâche, mais toujours en lien avec la ville de Québec. Donc, il y a vraiment un angle bien à lui. Et on en apprend beaucoup. Puis je sais, des fois, il y en a qui ont peut-être pas qui trouvent pas ça sexy, le terme historien. Décolle, sinon c'est pas vrai. Mais lui rend ça extrêmement intéressant, extrêmement digeste, comme si tu jasais avec un ami qui en sait juste vraiment beaucoup. Et teaser alert, et il va nous raconter comment ça se fait que la Coupe Stanley, peut-être il y en a ici qui le savaient pas, la Coupe Stanley a été gagnée par la ville de Québec avant Montréal. I know. Calm down. I know. Donc, Marc va nous expliquer pourquoi. Donc, voilà. Et évidemment, maintes et moult autres informations et anecdotes pertinentes et savoureuses. OK! Je suis rendu au moment de vous présenter l'épisode qui a été enregistré le 6 décembre 2022 selon mes notes. Et juste avant de vous laisser aller, je vous rappelle que le temps avance et qu'au moment où l'épisode sort, nous sommes presque rendus à mon spectacle solo essai-erreur, spectacle de rodage que je roule depuis un certain moment. Venez voir live, dire des jokes. Et je suis le 17 mars au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal et le 19 mai à Longueuil. Tous les billets sont au davidbocage.com et ça va me faire plaisir de vous y voir. OK, c'est le fun. OK! Alors, on y va avec l'invité d'aujourd'hui. Attachez votre truc, c'est pas plate, Monsieur Marc Durand. Dreadsulté avec David Bocage. Je suis à Montréal, il est dans le coin de Stoneham. Marc Durand, comment ça va, Marc? Ça va très bien, David, toi? Ben oui, ça va super bien, merci d'être là. J'ai la merveille de la technologie qui nous réunit. J'ai fait, comme à chaque podcast, je fais mes recherches également. Mais quand je le dis, en le disant, ça sonne déjà complotiste, mais je veux dire, je fais mes recherches complotiste du podcast. Mais non, je fais mes recherches sur l'invité et tout ça. Et t'es une des personnes les plus que j'ai le plus de difficulté à utiliser des qualificatifs. Comment tu te définis? T'as écrit des livres, t'as un côté historien, t'as un côté... Comment tu définis tes titres, tes chapeaux? Ouais, j'avoue que même ma carte d'affaires est complexe parce que c'est Premièrement, t'en as encore une, hein? C'est si rare. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas d'exemple parce que cute. Mais bref, donc animateur, journaliste. Je peux pas dire que je suis historien, mais j'adore l'histoire du sport. Je suis président de la Société d'histoire du sport de la capitale nationale. Réalisateur, producteur, je fais des montages, je fais du tournage. Je touche à tout. Tout ce que j'aime, je le fais. C'est une belle vie, je pense. Vraiment? Ça me fait penser, quand t'as dit, ma carte d'affaires, t'as dit, est belle, ça me fait penser à, t'as-tu vu le film American Psycho avec Christian Bale? Non. Puis là, il fait toucher sa carte d'affaires à ses amis, puis il est comme, ils sont comme, tel genre de papier, puis ils sont dans leur, puis c'est un maniaque, là, le gars. J'avoue que c'est un peu ridicule d'avoir dit ça. Non, je disais carré, puis les gens, à toutes les fois que je leur donne, ils font comme, wow, oui. On n'en voit jamais des comme ça. Fait que anecdote terminée. Non, je le disais pas dans le sens que t'es un maniaque tueur en série. Je le disais dans le sens que ça me rappelle cette fameuse scène du cinéma où, en tout cas, bref, mais moi, je vois ça. Oui, mais Christian Bale dans toute sa folie.
Mais oui, à ce temps, les gens sont tous sur LinkedIn. Ça a remplacé les cartes d'affaires. Les gens font sur LinkedIn. Là aussi. Ouais, c'est là aussi. Tout ça pour dire, tu l'as nommé auteur, réalisateur. T'as même un podcast également, on va y venir, mais un peu à l'image de ta présence, ou en tout cas ta localisation géographique. T'es un gars de la capitale, en tout cas. Ton œuvre tourne beaucoup autour de la ville de Québec. On va y venir plus tard à beaucoup des biographies que tu as écrit, des livres sur des joueurs. C'est parce qu'ils sont passés par Québec à un moment ou à un autre. Ouais. Il y a un livre que tu as écrit qui m'intéresse particulièrement parce que on parle beaucoup de l'origine du hockey, la naissance du hockey puis tout ça. Et toi, tu as écrit un livre qui s'intitule La Coupe à Québec, les Bulldogs et la naissance du hockey. Et là, Marc me le montre en ce moment pour les gens qui écoutent à l'audio, qui est absolument magnifique. C'est le bleu des, il y a même des photos qui ont été restaurées. Là, c'est absolument magnifique. Parce que les gens, quand ils entendent Bulldogs, peut-être les plus jeunes penseront aux Bulldogs de Hamilton. Détrompez-vous. Ouais. Nous sommes loin de la ville de Hamilton, mais bien à l'origine du hockey au Québec. Je pense que tu concentre sur Joe Malone. Si je me trompe pas, on connaît les héros plus modernes, dont les statues en bronze sont autour du Centre Bell. On connaît beaucoup moins Joe Malone. Mon grand-père connaissent pas tant que ça Joe Malone, tu sais. Donc, j'aimerais que tu m'en parles un peu. Joe Malone, les Bulldogs de Québec, l'idée pour ce livre-là, d'où ça part? La série Hockey, écrite par McKinley, j'oublie son prénom, qui avait été diffusée par CBC et Radio-Canada il y a une quinzaine d'années. Okay. Donc, c'était un document unique là, de 12 heures sur l'histoire du hockey. Puis, j'avais tellement hâte qu'on arrive à l'époque de la Coupe Stanley de 1912-1913 pour qu'on parle des Bulldogs. Puis ça passait tout droit. Alors, il n'y a eu aucune mention. Deuxièmement, au Colisée de Québec, il y avait de banderoles qui soulignaient les conquêtes de la Coupe Stanley par les Bulldogs, par Joe Malone. Il y avait des couleurs, bleu pâle et rouge. Ça s'appelait pas les Bulldogs. C'était pas bleu et rouge les couleurs. Puis les années étaient même pas bonnes. Finalement, ça me choquait de voir qu'on connaissait pas notre histoire locale de hockey, les Bulldogs de Québec ou le Québec Hockey Club. Les Bulldogs, c'est comme le tricolore pour le Canadien. Okay. Alors, c'était pas leur vrai nom. C'était un nom qui a été donné en 1914 puis qui est resté par la suite un surnom. Le Québec Hockey Club ou le Club de hockey Québec, lui est arrivé en 1878, le deuxième club de l'histoire de tous les temps du hockey à travers le monde. C'est pas rien, hein? McGill juste avant. Et Québec. Bref, on la connaissait pas notre histoire, on connaissait pas nos héros. On a 7 membres de l'équipe. Ça fait longtemps que j'ai pas relu mon livre. 7 membres de l'équipe qui sont au Temple de la Renommée, dont Joe Malone, dont Paddy Moran, 2 gars de Québec, des natifs de Québec qui sont au Temple de la Renommée, qui ont été les 2 premiers avant Patrick Roy. Alors, c'est quand même pas rien. Alors, le livre était nécessaire, selon moi. Puis, je me rappelle, quand je l'écrivais, je trouvais ça tellement difficile. J'avais pas compris que 150 pages, c'était 150 pages. J'en avais fait 400. Mon éditeur a dit, non, on veut mettre des photos dedans, alors tu vas enlever du texte. Fait que j'ai trop travaillé, mais ça m'a permis de faire l'histoire, de faire une page web qui existe toujours, québecbulldogs.com, puis de mettre enfin par écrit l'histoire qui avait été oubliée, négligée de cette équipe de hockey importante, qui a gagné 2 Coupes Stanley. Quand même, surprenant, parce que les gens, quand ils pensent au hockey à Québec, ils pensent au Nordique, ils pensent puis ils pensent à la Coupe peut-être même AVCO, mais peu de gens savent que la Coupe Stanley a été gagnée à Québec. Effectivement, à Québec, puis avant le Canadien, parce que le Canadien, la première, c'est en 1916. Puis, à Québec, c'est ça. Il y a eu 2 Coupes Stanley remportées officiellement, honorablement, par une équipe qui était basée à Québec, dont les 5 premiers joueurs ici, pour ceux qui voient le vidéo, là, les 5 premiers sont au Temple de la Renommée. Là. C'est quand même pas rien. Dont Joe Malone, qui est ici, qui est un natif de Québec, un gars qui parlait français parce que sa mère était francophone, qui a vécu ici, qui est allé jouer pour le Canadien de Montréal par la suite lorsque Québec a cessé ses activités en 1918. Le Canadien fait partie 1917, excuse-moi, il fait partie des équipes originales de la Ligue nationale de hockey, mais c'était la même ligue en 1916-1915. Ils ont changé de nom. C'est pas bien compliqué, là. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que lui est arrivé là pour faire son fameux record de 44 buts, qui a été battu par Maurice Richard en 1945, en présence de Joe Malone, et les gens se demandaient c'était qui ce gars-là finalement. Ben, il vivait à Montréal, il était très humble et adorait Maurice Richard, aimait encore plus Jean Béliveau par la suite. C'était un gentleman, d'ailleurs son surnom c'était Gentleman Joe. Alors il est le premier grand ambassadeur, le premier grand sportif de la capitale nationale, de la ville de Québec. Comme je suis quand même étonné, Joe Malone, justement, un nom avec une sonorité plus anglophone, puis tu as dit le Québec Hockey Club. Tu sais, s'il y a une ville, je m'attendrais pas à ce qu'il y ait un nom en anglais, c'est Québec. Comment ça se fait qu'il y avait le nom en anglais?
En fait, le hockey, si on prend les origines, c'est les Anglais d'abord, les Irlandais ensuite, les Canadiens français après. Mhm. Et à Québec, les Anglais ont commencé le Québec Hockey Club, ils s'appelaient comme ça. Les Québécois francophones, les Canadiens français faisaient pas beaucoup de sport d'équipe comme ça. Oui, un peu à la boxe, course à pied, raquette, mais très peu de sport d'équipe. Ils sont organisés par la suite, mais souvent, c'était les clubs anglophones, des gens assez aisés qui pouvaient se permettre de passer quelques années sur la patinoire et former des équipes et faire des voyages aussi. Alors, c'est un petit peu ça. Et est arrivé quelques francophones, mais la mort de l'équipe coïncide un peu avec le fait que on était dû à Québec pour avoir des joueurs francophones et malheureusement, ils préféraient demeurer amateurs. C'est une longue histoire. Le livre l'explique assez bien, mais les quelques francophones qui existaient, qui jouaient au hockey, jouaient pour le Canadien ou étaient basés à Ottawa ou jouaient à Québec, mais de façon amateur. Alors, c'était une équipe d'Irlandais, une équipe d'anglophones. Et effectivement, quand le Canadien est arrivé puis venait jouer à Québec, souvent, les gens prenaient pour le Canadien. Parce que c'était des Vézina, c'était les Laviolette, c'était les Lalonde qui jouaient de l'autre côté. Ouais. Ouais, d'ailleurs, Michael Lalancette, qui est passé au podcast, a écrit un livre sur Georges Vézina. Oui, très intéressant. Est-ce qu'il y a une grosse communauté, avait à l'époque, aujourd'hui, anglophone à Québec? Elle était très importante à l'époque. Elle était surtout très visible, même s'ils étaient minoritaires. Mais c'est eux qui possédaient les grands commerces, Simons, Pollack, ces grandes compagnies-là. Et encore aujourd'hui, M. Simons en fait partie. Mais la communauté, avec la disparition de l'armée britannique en 1876, tranquillement disparaissait. Les Irlandais commençaient à prendre un peu plus de place et étaient assez amis avec les Canadiens français quand même. Il n'y avait pas trop de chicanes. Alors, ils ont pris tranquillement leur place et les anglophones ont diminué. Plusieurs joueurs, lorsqu'on fait l'historique de l'équipe, venaient de familles qui avaient éventuellement déménagé du côté de Montréal ou Manitoba ou même dans l'Ouest canadien, en Ontario. Alors, la communauté s'est un peu dissipée par la suite. Il y a encore une communauté anglophone irlandaise à Québec. D'ailleurs, ils ont très bien reçu le livre parce qu'on parlait un peu d'eux à travers tout ça. Paddy Moran, entre autres, qui est décédé en 1966, dont j'ai eu quelques photos d'oncles et tout ça dans le livre. Lui, sa pierre tombale n'a jamais été faite. Alors, on en parlait de vouloir remettre à jour un peu cet oubli-là. Ça fait partie des choses intéressantes de la Ville de Québec. Oui, il y a une communauté anglophone, mais effectivement, on parle pas beaucoup anglais dans les vieux murs. Quand je pense à anglophones de Québec, les noms qui me viennent en tête, probablement par des formations professionnelles, mais c'est Mike Ward. Et c'est vrai, je le connais bien pour ça. Tu connais bien Mike? Oui, je l'ai connu avant même qu'il soit connu. C'est un ami de la famille de mon ex. Oui, absolument. Puis il était pas encore connu comme aujourd'hui. Je le trouvais bien timide dans son coin. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, il est complètement devenu autre chose. Aujourd'hui, il pourrait pas l'être malgré lui, dans le sens que son nom est rendu tellement connu, mais je pense aussi à Norm Macdonald. Oui. Oui, ça me dit... Oui, c'est ça. Lui, il a vécu à Valcartier, effectivement, fils de militaire, c'est ça, exactement. Et son père étant, je veux pas me tromper, son père qui était canadien, je pense qu'il était peut-être ontarien, qui était comme, je veux pas que tu apprennes le français, je veux pas que tu tiennes avec les petits francophones, puis je pense qu'on est allé au même high school, je pense Québec High School, Mike Ward et Norm Macdonald, qui est décédé du cancer l'an passé. Tout un humoriste controversé, c'est vrai. Il y a Jerry McNeil, le gardien de but du Canadien, qui est un gars de Limoilou, Limoilou pur et dur. Alors, ça, c'en est un autre, anglophone de Québec. Il y en a quelques-uns aussi, mais effectivement, ça en est un qui a marqué la région. Comment on fait un livre, on fait la recherche et la préparation pour un livre de quelque chose qui s'est passé il y a une centaine d'années, dont même, comme tu l'as dit, des documentaires à CBC n'ont pas parlé. Je veux dire, c'est pas exactement sur le dessus de la pile, là, puis bing, bang, boom, là. Non, effectivement, il y avait eu quelques livres sur l'histoire du hockey au Québec. Michel Vigneault, Donald Gay parlaient un peu de Québec. Entre autres, parlaient que les Bulldogs étaient arrivés en 1881, mettons, mais je trouvais pas d'informations. Là, j'ai commencé à fouiller dans les journaux de l'époque, puis à l'époque, il y a 15 ans, là, c'était pas sur BANQ, lorsqu'on peut faire des recherches, entre autres, dans les journaux de l'époque, en ligne, c'était pas aussi efficace. C'était par les rubans à l'Université Laval ou même à Montréal. Et puis, ça, c'était long. C'était très, très long. Puis là, je trouvais pas d'informations, entre autres, sur le fameux nom Bulldog. Il y avait rien. Il y avait le Québec Hockey Club. Là, j'ai commencé à deviner que c'était la même équipe. Il y a eu beaucoup de recherches, j'ai créé la page web Québec Bulldog en disant d'avance, je veux faire un livre. Semble-t-il, ça se fait pas faire ça. Tu le vends pas comme ça à tout le monde, mais je l'ai fait.
Puis ça a bien marché. Plein de gens de la famille, de joueurs qui ont joué pour Québec, qui m'ont contacté. J'ai réussi à entrer en contact avec le fils de Joe Malone, qui est décédé depuis, mais était là pour le lancement du livre au Colisée de Québec, au centre de la patinoire. Et puis finalement, pour faire l'histoire courte des Bulldogs, je me rappelle quand j'ai trouvé l'origine du mot, la première fois écrite dans la Ottawa Citizen en février 1913 ou 1914, ou 1913, où le journaliste là-bas dit « Les Bulldogs s'accrochent à la Coupe Stanley comme un chien, dans le fond, on s'accroche à la Coupe Stanley. » Il l'avait déjà gagné, il la gagnait pour une deuxième fois. C'est comme ça que le surnom est arrivé. Et le chien sur la photo a fait en sorte que le nom est resté, là, mais j'étais tellement content d'avoir enfin une preuve que les historiens de l'époque s'étaient trompés. On n'a jamais appelé les Bulldogs comme ça avant 1913-1914. Alors, fait que c'était un peu de folie, mais c'était pour moi, c'était mon dernier livre. Je n'allais pas en faire d'autres. C'était un livre pour remettre l'histoire à jour et faire connaître l'histoire de cette équipe-là oubliée. Comme pour parler des fameux Bulldogs, c'était quoi exactement leurs années d'existence au total? 1878, ils jouent entre eux. Ils jouent même à la crosse sur glace. Parce qu'à l'époque, on savait pas si la crosse sur glace ou le hockey sur glace allait connaître, ça allait être lequel de notre sport national. Mm-hmm. Le sport national d'été était déjà la crosse. Alors, on jouait aux deux sports. À un moment donné, c'est le hockey qui a pris les devants. C'était plus évident, j'imagine. Mais le premier match entre deux villes dans l'histoire du hockey, Québec-Montréal. C'est drôle, hein? C'est vrai, ça? Ouais. Quelle le année? premier match, en 1880, il devait y avoir un match à Montréal. Québec se dirige avec ses 6 joueurs. Puis Montréal joue à 16 joueurs, puis Montréal joue à 9. Montréal joue à 9 contre 9. C'est vrai. Là, Québec se chicane, finalement, il n'y a pas eu de game. C'est vrai? Il n'y a pas eu de match cette année-là. Ils ont patiné, en fait, sous la musique de l'orchestre qui était situé au centre de la patinoire. L'orchestre aurait demeuré durant le match, en plus. Là. C'est assez spécial quand on y pense. Puis, on n'est pas sûr non plus. Montréal jouait déjà avec une rondelle, mais Québec jouait peut-être avec une balle. Alors, tu sais, là, il n'y a pas de vidéo sur YouTube dans ce temps-là. Comment vous jouez au hockey, vous autres? C'est vraiment les débuts. Hein. Mais c'est donc bien drôle de dire que c'est la situation la plus Montréal-Québec de se pointer, de se chicaner, puis de finir avec du patin libre, comme au patin libre quand ils mettent ils pluguent un iPhone ou qu'ils mettent Big Shiny Tunes 3, puis eux, ils patinent. Big Shiny Tunes 3, c'est drôle, j'ai juste CD là. Et l'année suivante, le match a lieu à Québec, selon les règlements de Québec, à 7 contre 7, et Québec gagne 2-0. Alors, un jeu blanc pour le prédécesseur de Patrick Roy. Parce qu'on a reçu, on en parle, ça me rappelle, mais c'est parce que c'est ça, on a reçu Michel Vigneault, si je ne m'abuse, au podcast. Oui, exactement, j'en parlais il y a un instant, exactement. Un grand historien du hockey. Exact, tu sais. Donc, beaucoup ne savaient pas, encore une fois, que ça n'a pas toujours été 5 contre 5, puis tu sais, le sport a tellement changé, tellement évolué. Tu l'as dit, tu as écrit plus que moins pour ce livre-là. Qu'est-ce que, dans toutes tes recherches, dans tout ton travail, tu as appris qui t'a le plus marqué sur... c'est ça, dans tes recherches pour le livre des Bulldogs? Ben, comme quoi le hockey est devenu rapidement un sport que tout le monde voulait suivre. Les rivalités sont nées entre, surtout le trio Québec, Ottawa, Montréal. C'est intéressant de savoir que Québec, Montréal et Ottawa, c'était vraiment le centre de tout ça. Et lorsque Québec, par exemple, va jouer aux États-Unis en 1895, je me trompe pas, vous m'excuserez si j'ai 1 an ou 2 de retard, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas relu mon livre, comme je l'ai dit. Mais c'est la première fois qu'on joue au hockey aux États-Unis. C'est spécial, là. C'est comme ça fait déjà presque 20 ans qu'on joue au hockey ici dans des arénas, donc dans des endroits intérieurs. Puis aux États-Unis, on joue au polo. Une forme de hockey, mais avec une balle. Il y a des ressemblances avec le hockey, mais c'est pas la même chose. Il y a eu 2 matchs hors concours avant, mais dans un match à Baltimore, Québec joue là-bas. Donc, Québec fait partie des meubles comme Ottawa, puis comme Toronto. Toronto par après, 1896 à peu près, ça s'en va vers l'ouest tranquillement. Fait qu'on fait partie des meubles, l'évolution, 3 périodes au lieu de 2, 6 joueurs au lieu de 7, des passes avant, alors que c'était pas permis, comme au rugby un peu. Le hockey pouvait pas, la rondelle pouvait pas être faite avec une passe avant. L'arrivée des filets en 1900. Donc, c'est l'évolution du hockey tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puis quand on regarde le hockey d'aujourd'hui, mais il n'y a pas grande différence avec les règlements qui, finalement, s'établissent vers 1925-1930 de façon assez officielle. Là. Les patinoires sont restées la même dimension, le nombre de joueurs sur la patinoire également. Je trouve ça intéressant, la portion
ruée vers l'ouest que le hockey a connu aussi, tu sais, comme géographiquement parlant, tranquillement. Exact. Même chose, c'est ça. Puis joueur de Québec. D'ailleurs, lorsqu'ils remportent la Coupe Stanley en 1912, les Bulldogs, l'Ouest voulait s'établir comme une ligue sérieuse. Et les frères Patrick, Lester Patrick, Frank Patrick, dont on connaît un peu l'histoire, sont établis là-bas, puis vont chercher les meilleurs joueurs. Puis les autres, ils décident de briser la Ligue de l'Est. Ils ont dit, si Québec a la meilleure équipe de la Ligue, venait de remporter la Coupe Stanley, on prend tous leurs joueurs. Alors, j'ai des cartes postales, pas des cartes postales, mais des télégrammes envoyés par Frank Patrick à Joe Malone, qui dit, regarde, je veux tous les joueurs. J'offre tel salaire. Toi, je t'offre un peu plus. Je veux tous les joueurs de Québec. Là, ils voulaient juste briser la Ligue en disant, si Québec est la meilleure équipe, on enlève tous leurs joueurs. Et ça va briser la Ligue de l'Est. Finalement, 3 joueurs sur 6 quittent et s'en vont jouer pour l'Ouest canadien. Wow. Québec va quand même remporter la Coupe Stanley cette année-là avec une fiche encore meilleure, avec des nouveaux joueurs qui sont allés chercher au Manitoba. Bref, c'est intéressant cette période-là, mais l'Ouest voulait s'établir et finalement, la Ligue de l'Ouest va fermer ses livres en 1926. Ces joueurs-là vont jouer maintenant pour les nouvelles équipes de Détroit et Chicago, je me trompe pas, qui sont les nouvelles équipes de la Ligue nationale. C'est drôle parce que ça a commencé là, mais la ruée vers l'Ouest s'est poursuivie jusqu'à... Wayne Gretzky a mis sa brique dans le mur, tu sais, quand lui était joué à Los Angeles, puis la commercialisation du hockey dans les États de la Sunbelt. Donc, c'est drôle que tout ça, pour ce qui a mené à aujourd'hui, alors qu'on a eu des équipes à Vegas, alors qu'on n'aurait jamais pensé à ça, à Phoenix. Par rapport à tout le matériel que tu as dû couper du livre, des centaines de pages, visiblement, qu'est-ce que t'as pas mis dans le livre dont tu pourrais nous parler aujourd'hui, que tu dis, ça, j'aurais aimé ça, que les gens sachent ça? Honnêtement, c'était beaucoup trop de détails. Je me suis rendu compte que c'était mon premier livre. C'était de vraiment mettre des détails sur chacun des matchs, la suspension d'un joueur, le procès qui a suivi un joueur, entre autres, qui s'était battu contre des policiers à Québec, et puis finalement, il y a eu un procès. Donc, c'est bon. J'adore cette histoire, déjà. Ah oui, il y en avait plein d'histoires comme ça, c'est fou, hein. D'ailleurs, Québec avait une très mauvaise réputation. Au niveau des partisans. Et imagine, là, tu as un match de hockey contre Montréal à l'Arena de Québec, qui est plus petite. La glace est plus petite un petit peu, mais il y a 3000 personnes bien entassées. Il n'y a pas de bande. Alors, là, il y a une petite bande de 4 pouces pour pas que la rondelle sorte, mais sinon, c'est les spectateurs, leurs pieds sont là. Le joueur passe, un petit coup de coude en passant pendant qu'il passe. Une bagarre, tu vas le chercher, tu le ramènes avec toi, tu continues à le tabasser. La Ligue, Québec s'est fait suspendre 2 fois de la Ligue pour des comportements, justement, avec les spectateurs, en 1895 et 96. C'était pas facile de jouer à Québec. Les arbitres qui se faisaient suivre jusqu'à la gare de train en lançant des patates puis des morceaux de charbon. En tout cas, bref, il y a eu des grandes histoires, des grandes épopées. C'était pas facile de jouer à Québec, ça l'était pas plus. Puis avec les équipes dans la Ligue nationale ici à Québec. Là. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, de faire un parallèle avec ce qui se passe et ce qui s'est passé avec les Nordiques, c'est qu'en 1920, quand l'équipe quitte, il s'en va jouer à Hamilton. Donc, les Bulldogs vont jouer à Hamilton. Il n'y a aucun rapport avec le nom Bulldogs d'Hamilton, mais c'est vrai qu'on peut y penser. Là. Mais ils quittent. Donc, la Ligue veut plus les avoir parce qu'on veut développer le marché vers le sud, vers les États-Unis. Puis Québec devient loin et pas très rentable. Ça commence à être un peu loin. Puis, en fait, la Ligue nationale n'a jamais voulu Québec dans ses rangs. Et il l'a jamais voulu non plus en 1979. Puis il s'en est bien débarrassé en 1995. Il voudrait certainement pas les revoir, selon moi, de sitôt. Là. Alors, ça a toujours été un peu comme par obligation que Québec était dans la Ligue nationale. Et ça le sera sans doute encore pour longtemps. Ouais, une roche dans le soulier? Une roche dans le soulier. C'est triste à dire, mais c'est ça. Ouais. Est-ce que, en tant que... Parce que toi, t'es d'abord t'es un gars de la capitale, t'es un fan de hockey, tu sais, à travers toutes ces époques. Quand tu vois des équipes en Arizona qui jouent dans une aréna universitaire alors que le centre Vidéotron accueille Metallica une fois puis une autre, quitte à tout ça pour le rentabiliser, puis Iron Maiden et compagnie. Puis j'ai reçu au podcast, d'ailleurs, faudrait que je retrouve l'extrait, mais Brian Burke est venu également à Dreadful Tape. Wow. Et qu'est-ce qu'il disait, Brian? Ben justement, il était très intéressant parce que Brian, il est straight shooter, que les gens l'aiment ou pas, il va pas te compter la menterie pour te faire plaisir, il va te dire la vraie affaire. Puis ayant travaillé, oui, pour des équipes, mais aussi pour la Ligue nationale, Brian Burke est quand même
fait son droit à Harvard. Il a travaillé pour la Ligue nationale même plus qu'une fois entre ses jobs de GM. Et j'avais demandé, hey, tu sais, Québec, tout ça. Puis il avait dit, garde, les gens de Québec m'aimeront pas, mais je vais vous dire pourquoi il y aura plus jamais de hockey à Québec. Et c'était pour les raisons économiques, tout ça. Puis là, je veux pas, je fais pas ça juste, j'ai l'air de vouloir teaser que vous envoyez écouter l'épisode, mais ma mémoire faillit, mais je l'avais sorti même en clip sur nos réseaux sociaux. Mais pour des raisons économiques, tu sais, évidemment, de bassin, d'argent commercial, tout ça. Alors que, tu sais, Gary Bettman, lui, je pense, prend un certain plaisir à rester flou et peut-être à garder l'espoir de certains en vie, mais est-ce que tu crois que le hockey pourrait revenir à Québec dans la Ligue nationale? Moi, je pense qu'il pourrait revenir, mais maintenant, c'est pas le souhait de la Ligue nationale. Ce sera certainement un prix de consolation, un peu comme Winnipeg à l'époque de les Trashers ont déménagé. Là, ça prendra ça. Ça prendra d'autres propriétaires, mais ça, c'est vraiment moi qui parle. C'est certainement pas Québécois qui pourra attirer le retour des Nordiques ou d'une nouvelle équipe ou une équipe de l'expansion. Je pense qu'ils se gardent une gêne de dire qu'ils ont abandonné le projet, mais on les entend pas beaucoup parler du projet non plus. Là. Alors, je pense pas que ça va revenir de sitôt. Il n'y a pas l'intérêt de la Ligue non plus d'en venir ici. Il y a des marchés à développer aux États-Unis. Je pense que le fait qu'il y ait 2000 ou 15 000, 20 000 spectateurs dans les gradins, ça influence peu la Ligue nationale. C'est d'abord les gros contrats majeurs avec les télévisions, avec les partenaires. C'est ce que Brian Burke t'a dit. Là, c'est mieux d'avoir une équipe à Phoenix dans la carte, là, dans le portrait global de la Ligue, que d'avoir une équipe dans le haut ici qui s'appelle Québec. Moi, je pense, tu veux mon avis, là, Québec devrait devenir une ville d'événements. Elle réussit bien lorsqu'elle fait des événements ponctuels et majeurs, les Coupes du Monde, des Grands Prix cyclistes, rendez-vous de patinage de vitesse des 4 continents la semaine passée, par exemple. Un événement annuel, peut-être, en hockey. Une espèce de Coupe Spangler, là, ça c'est mon choix, là, c'est mon souhait. Une espèce de Coupe Spangler avec des équipes européennes puis des équipes ici professionnelles. Qui peut-être une équipe Québec, par exemple, de joueurs qui évoluent un peu partout dans le monde, qui sont disponibles contre des équipes suisses, russes. Un événement comme ça. Mettre sur la map aussi peut-être le Québec comme ville de hockey féminin. On sait que Montréal, avec son équipe, tente de se placer, mais joue un peu partout à travers la province. Moi, je pense que ça pourrait aussi être une avenue. Fait que, oublions, parce que c'est moi, là, oublions la Ligue nationale, ou en tout le monde. Si elle arrive, elle arrivera. Mais entre-temps, arrêtons pas de vouloir mettre de l'action dans le centre Vidéotron, c'est certain, là. Avec des événements, championnat du monde junior, un événement comme ça qui pourrait revenir aux 2 ans, par exemple, ou à chaque année. Moi, je pense que c'est un peu ça qu'on devrait viser à Québec. C'est une excellente idée. J'aime ça, Marc. J'aime la vision. Ça me faisait penser aussi à la Coupe du Monde d'hockey Coupe du monde d'hockey. On a eu droit à des matchs un peu plates la dernière fois. Puis lorsque le Canadien est venu dans les derniers matchs hors concours, c'était l'équipe B contre l'équipe C des Islanders. Là. C'était pas intéressant parce qu'il y avait pas 10 000 personnes, mais il y avait quand même 10 000 personnes. Mais tu sais, des vrais matchs. Pourquoi il n'y aurait pas un partage? Tu sais, ça s'est parlé aussi avec les Sénateurs d'Ottawa, avec une autre équipe. Quelques matchs ici, justement, à Québec. Je sais pas si c'est des impondérables ou des difficultés, ou en tout cas, il y a sûrement des raisons, là, mais c'est certain que ça serait plein. Là. Des vrais matchs de hockey de la Ligue nationale, ça serait rempli, c'est certain. Je pense qu'en fait, c'est que Ottawa est en train de régler ses problèmes avec la vente. Le nouveau propriétaire, on a appris que une des conditions était de financer la nouvelle aréna au centre-ville d'Ottawa, parce que, comme on sait, l'aréna d'Ottawa est en fait à Canada. Ouais, loin dans la banlieue. Ouais, puis c'est assez drôlement fait. Donc, je pense qu'une fois qu'ils vont être au centre-ville d'Ottawa, les choses vont être plus faciles pour eux. Mais j'aime beaucoup tous les formats créatifs aussi que tu as proposés. Tu sais, des tournois à la Spangler. J'aime ça, des affaires où on crée des formats, on crée des équipes ou des. C'est cool, ça. Donc, pourquoi pas, parce que moi, je suis un peu fanatique, mais je regarde beaucoup la Coupe Spangler lorsqu'elle se produit. Je trouve ça intéressant. Pourquoi pas un tournoi avec une équipe de la KHL, une équipe de la Ligue suisse, une équipe suédoise, je sais pas, un pick-up de la Ligue américaine de joueurs québécois pendant une semaine, par exemple. Chris Letang a déjà dit sur le podcast, j'aimerais ça qu'il y ait une équipe Québec, tu sais. Tu sais, par exemple, dans les événements comme la Coupe du Monde, des trucs comme ça, pourquoi on ne fait pas une équipe Québec, tu sais. En plus, on parlait, tu sais, lui, a toujours été snobé par Team Canada. Et moi, je ferais une Team Québec avec, tu sais, les Pierre-Luc Dubois, David Perron, tu sais, Jonathan Bernier,
Vlasic, tu sais, Madison et compagnie. Donc, on serait dans le top 8 mondial, j'en suis convaincu. Dans un tournoi comme ça, il y aurait des chances de l'emporter. Moi, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir quelque chose de fort intéressant. Je pense qu'on serait très comparable à une équipe comme la Finlande, tu sais, en termes de calibre. Tu sais, ça serait quelque chose qui serait dans ces eaux-là. Je pense que oui. Ça a été, tu disais, je pensais que ça serait mon seul livre, mais t'as aussi écrit un livre sur Jean Béliveau. Ouais, Jean Béliveau, c'était comme une suite. Le premier livre avait été fait, c'est bien vendu. La Ville de Québec était partenaire dans ce projet-là avec la Commission de la capitale nationale. Alors, ils se sont dit, pourquoi pas un deuxième livre et sous le même format un peu, mais là, plus sur Jean Béliveau, qui est plus contemporain. Et puis, venait de décéder, la ville voulait inaugurer la place Jean Béliveau. Le maire Labaume était chaud à l'idée, puis ça s'est concrétisé, en fait, tout près du centre Vidéotron, autour du centre Vidéotron. Alors, oui, Jean Béliveau, et je l'ai ici. J'ai amené les trois, on allait peut-être en parler. Alors, Jean Béliveau, la naissance d'un héros. Et encore une fois, cette fois, c'était Jean Béliveau, mais surtout ses passages à Québec, son passage à Québec, parce qu'il a quand même joué ses années juniors et ses premières années professionnelles seniors avec les Citadelles et les As. Puis évidemment, des livres sur Jean Béliveau, il y en avait plein, puis lui-même en avait consacré 2 à sa propre vie. Là. Alors, mais là, c'était plus en détail avec des souvenirs, des anecdotes, des photos d'époque aussi. On est allé chercher vraiment loin pour avoir ça. Et puis Élise Béliveau, Élise Couture, son épouse, qui est native de Québec. D'ailleurs, elle aussi élevée par une mère anglophone, irlandaise. Alors, Jean a appris son anglais à travers Élise lorsqu'il habitait ici. Ah, c'est vrai. Et ouais, c'est correct parce qu'il parlait pas du tout anglais. Il arrivait de Victoriaville, puis c'était pas du tout sa tasse de thé. Il l'avait bien appris pour l'époque. Je me souviens que c'était un des joueurs canadiens-français à l'époque qui avait appris l'anglais de manière assez étonnante. Ouais, c'est ça. Il vivait bien avec, c'est ça. Il était avec Élise depuis l'âge de 18 ans. Alors, ça s'est bien passé pour lui par la suite. Mais alors, c'est ça. Un livre qui a d'abord été consacré à Jean Béliveau, et puis les photos d'époque également, puis même sa courte possibilité de joindre les Nordiques dans la MH en 1972 ou 73 a été évoquée dans le livre parce que c'est vrai, ça, je savais pas. Ouais, oui. Il faut se rapporter la deuxième année des Nordiques. Au début de la deuxième année, Jacques Plante est maintenant le nouveau directeur général. Puis, lui, il se met en tête qu'il va convaincre Jean Béliveau, son chum, de sortir de sa retraite. Puis, il faut savoir qu'une semaine avant, Gordie Howe annonçait son retour. Lui, qui était représenté par le même agent, Jerry Patterson, lui, ça allait jouer à Houston dans la MH. Puis, il avait le même âge que Guy. Alors, ils ont dit que Jean Béliveau. Je pensais que l'agente, en tout cas, j'avais vu une série où j'avais vu que l'agente de Gordie Howe, je pensais que c'était sa femme qui négociait ses contrats. Oui, mais à ce moment-là, à l'époque, c'était Jerry Patterson, qui avait aussi Rusty Stubb, puis il y avait Nancy Green. C'était quand même un agent très, très important, un fin renard. Alors, Jean Béliveau, lorsqu'il apprend que les Nordiques l'ont mis sur sa liste de protection, il dit, écoute, je suis pas intéressé à faire un retour, mais on écoute toujours les offres. Et puis, effectivement, l'offre des Nordiques est très généreuse au point où il se met à réfléchir. Il dit, écoute, $1 million, 4 ans, j'ai juste à jouer 1 an minimum. Puis après ça, les 3 autres années, je suis libre de jouer encore ou d'être ambassadeur, puis dans le bureau, comme on dit. Là, parce que c'était un contrat de 1 million pour 4 ans. Oui, c'est ça. 1 million pour 4 ans. C'est 1 million pour 4 ans? Ouais, je me rappelle plus. Je sais que c'était beaucoup d'argent. Puis, il n'y avait jamais eu autant pour le Canadien. Alors, il dit qu'il réfléchit. Sa femme est pas trop intéressée, même si elle vient de Québec, elle est pas trop intéressée à déménager de toute façon. Puis lui, il est bien chez Molson, mais dans le fond, il s'est servi de l'offre des Nordiques pour renégocier son contrat à la hausse avec le Canadien et avec Molson. Alors, ça a été bon pour lui, mais pendant un instant, il s'est dit surpris. Son agent avait dit, lorsqu'on t'offre une banque, eh bien, tu réfléchis. Alors, c'était un peu ça. Ouais. C'était vraiment une offre intéressante. Puis finalement, comme il a refusé, les Nordiques ont choisi de signer Régent Hull, qui a quitté le Canadien pendant 3 ans, puis qui a signé un contrat de 3 ans avec l'équipe. Oui, puis qui était revenu avec le Canadien après. C'est ça, exactement. Ouais, c'était ça, la MH achetait les joueurs. Ils ont acheté Bobby Hall, qui a raté la série du siècle à cause de ça, parce qu'il était dans la MH. Ça, c'est une vraie honte. Ça n'a pas de bon sens. Et Bobby Orr, le commissaire de la Ligue nationale a enlevé Bobby Hall à l'équipe canadienne, et Bobby Orr, ses genoux
lui ont arraché, mais le Bobby Orr et Bobby Hull étaient dans les meilleurs joueurs. Donc, ça aurait quand même, je pense, changé un peu la donne là, que les gars soient sur l'équipe. On n'aurait pas eu besoin du but de Paul Anderson à 32 secondes de la fin du match pour gagner cette série-là. Si tu ajoutes les joueurs qui étaient passés dans l'AMH, oui, Bobby Orr, évidemment, lui, il était blessé, mais Bobby Hull, le meilleur joueur, puis on l'a vu dans la série de 74, il a été extraordinaire contre les Russes, alors que l'AMH a affronté aussi la Russie, la même équipe. Jean-Claude Tremblay, qui venait de quitter le Canadien, qui était considéré comme le deuxième meilleur défenseur après Brad Park, ou à peu près égal comme Brad Park, et Jerry Cheevers, qui était aussi un gardien de but, qui devait garder les buts pour l'équipe canadienne, mais finalement, parce qu'il avait signé pour Cleveland, ben on a dit non. Derek Sanderson aussi, mais c'est une autre histoire. Mais 3 joueurs qui ont été enlevés, qui ont été des vedettes 2 ans plus tard dans la série en 74. Jean-Claude Tremblay a été électrisant face aux Russes en 74. Alors probablement qu'on n'aurait pas eu besoin du but de Paul Anderson, mais le Canada était tellement confiant de battre les Russes sans ses joueurs vedettes, parce que les Russes étaient pas considérés comme des vrais adversaires sérieux. Quand on s'est fait jouer un tour, ça a pris des coups de cochon pour gagner contre les Russes, il faut se le dire. Ah oui, on salue la cheville de Valérie Harlamov. Ouais, on la salue. Et le bâton de Bobby Clark. Exactement. Comment il s'appelle? Serge Savard, quand il a pris sa retraite du Canadien, il est allé jouer 2 ans pour les Jets. C'est vrai pour les Jets, mais dans la Ligue nationale. Mais la MH a été, on l'a célébré il y a pas longtemps, là, la MH à Québec. On a réuni une 35 joueurs de l'AMH qui ont œuvré pendant les 7 années du circuit maudit. On a fait ça au Château Frontenac. Bobby Hull était là, Ulf Nilsson, Anders Hedberg, entre autres. Évidemment. Ces deux-là, Ulf et Anders, sont venus au podcast quand je suis allé en Suède. Ben, voyons donc, quoi. Je les ai eus sur le podcast quand j'étais allé pour... Ils sont vraiment bons, hein? Ouais, vraiment des chic types quand on est allé pour Peter Forsberg, à Stockholm, Anders Hedberg, Ulf Nilsson, on est carrément allé chez eux, puis Anders également. Donc, des chic types. Chic types avec beaucoup d'histoires, puis eux aussi considèrent qu'ils devraient être au temple de la renommée. C'est drôle parce qu'on en parlait un peu du fait que Salming était là, puis les gars disent, tu sais, honnêtement, regardez ces chiffres, regardez nos chiffres à nous autres, là. Puis je pense qu'on mériterait d'être là aussi. Puis même à l'époque, en Suède, on était considérés mieux qu'eux. On aurait pu jouer pour Toronto aussi, mais finalement, ils avaient opté pour Winnipeg parce qu'ils voulaient jouer avec Bobby Hull. Exact. Puis le trio était infernal. Là. C'est fou. Là. Exact. C'est là que tu vois que je pense l'aspect Ligue nationale pèse plus... pèse plus un petit peu dans la balance, alors que tu dis... parce que eux, quand ils ont fini par signer avec les Rangers, ils étaient plus dans leur golden years, j'ai l'impression, puis il y a eu des blessures qui se sont ajoutées à ça. Mais non, ces gars-là sont très méconnus, je trouve, du grand public, contrairement justement à Boris Salming. Puis ils étaient fantastiques. Puis Bobby Hull, ça leur a allongé sa carrière de quelques années également. Puis ils étaient réunis les 3 à Québec pour l'événement. Puis c'était beau de les voir ensemble. On a fait des bonnes entrevues aussi pour un éventuel documentaire. Mais effectivement, la MH est un peu regardée de haut. Par la Ligue nationale, ça c'est clair, mais même par le temple de la renommée, qui en principe n'est pas le temple de la Ligue nationale de hockey, c'est le temple du hockey, la renommée du hockey. Et même les statistiques, je parle de Bobby Hull, Gordie Howe, sont pas sur sa fiche. Là, c'est comme on les a oubliés. Là, comme... Et Marc Tardy devrait être là, puis Jean-Claude Tremblay devrait être là, puis malheureusement, ça s'est jamais produit. D'ailleurs, quand Wayne Gretzky est arrivé dans la Ligue nationale, il n'était pas éligible au Calder parce qu'il avait joué pro une année dans l'AMH. Et Wayne Gretzky a toujours dit à ça, vous voulez considérer que j'ai joué pro et donc que je sois pas éligible au Calder, fine, mais comptez mes chiffres de l'AMH d'abord dans mon total de chiffres. Puis ils sont comme, oui, mais non, puis il est comme, OK, ben là, c'est n'importe quoi. Vous avez les deux côtés de la médaille. Heureusement, ça aide Ovechkin à rattraper les buts à Gretzky. On essaie de lui donner une petite chance. Mais on parlait de Jean Béliveau, qui était comme un fin renard en affaires et grandement en avance sur son époque. Il est arrivé à son premier contrat de négociation avec le Canadien, même avant d'avoir joué une seule seconde dans la Ligue nationale, pour négocier avec un avocat un contrat, alors que je pense que Sam Pollock ou Statu Selke à l'époque, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Les joueurs prenaient ce qui se faisait offrir, mais Jean était conscient de sa valeur. Et même, je pense qu'il avait signé, pour 100 000 $. Et je pense qu'il avait même créé un malaise parce que je pense que Maurice Richard jouait encore, puis Maurice n'avait pas fait ça probablement. Mais Maurice signait des contrats d'1 an. La plupart des joueurs signaient des contrats d'1 an. Alors, de se faire offrir un contrat de 5 ans, ça faisait des années que le Canadien courait après, puis il offrait une fortune. Mais les As de Québec
lui offrait encore plus. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il a joué à Québec pendant 2 ans professionnel avec les As. Et finalement, l'histoire est assez complexe, mais finit par s'entendre avec le Canadien parce qu'il allait de toute façon jouer pour les Canadiens, selon ce qu'il voulait aussi faire. Là. Mais il est arrivé avec un avocat, puis Frank Selke a pas eu le choix de l'écouter et puis de s'asseoir avec lui. C'était des longues négociations. Puis finalement, juste avant le match des étoiles de la Ligue nationale contre le Canadien, qui venait de gagner la Coupe Stanley, il s'est entendu avec le Canadien. Et lorsque Bernard Jaffrion, pour faire une histoire drôle avec ça, est arrivé avec un agent une année plus tard, Selke a dit, Pollock, c'est ça. Selke, c'était le coach, Sam Pollock, il a dit, toi, dehors. En disant, toi, je vais négocier avec toi tout seul, Bernard. Je négocierai pas avec un agent. Alors, ça a pris, c'était une première. Ça fallait être audacieux, mais il connaissait sa valeur. Ouais, c'était un fin négociateur. Et il y a d'ailleurs une histoire que certains démentent, certains disent que c'est vrai, certains disent que c'est pas vrai, que dans le fond, c'était par rapport au fait que la rumeur veut que les Canadiens auraient acheté la Ligue senior pour en faire une Ligue pro, et tout le monde a répandu cette histoire, mais ce serait apparemment pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. Ils ont pas acheté la Ligue. Ils ont dit à la Ligue, là, mon souvenir, ils ont dit à la Ligue, devenez professionnel et nous, on va vous récompenser en vous donnant des joueurs. Si vous êtes professionnel puis on vous prend des joueurs, vous allez pouvoir avoir de l'argent. Parce que ça arrivait aussi que les joueurs jouaient pour Québec, mettons, puis ça en allait jouer, ou pour Chicoutimi, ça jouait pour le Canadien. Après, c'était comme le club école. Vous allez avoir plus d'argent. On va faire des parties hors concours contre vous également. Ça va remplir vos gradins. Bref, ça va être plus payant pour vous si vous faites ça. Mais l'objectif ultime du Canadien, c'était de ne pas laisser le choix à Jean Béliveau, parce que Jean Béliveau avait en main un contrat qui disait tant aussi longtemps qu'il joue amateur, il peut jouer où il veut. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que là, en disant Québec maintenant est dans une ligue professionnelle, ce qui n'était pas considéré comme tel avant, t'as pas le choix de venir jouer pour le Canadien. C'est ça. Alors, mais c'est la légende voulait que les Canadiens aient acheté la Ligue ou acheté... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont acheté la Ligue? Non, c'est pas vrai, c'est ça. C'est vrai que la rumeur a perpétré ça. Ils ont jamais acheté la Ligue. Non. Exact, parce que les gens disaient, mon Dieu, les Canadiens étaient donc même ballers. Ils disaient, ah ouais, tu peux choisir un amateur, on va acheter la Ligue. Boum, la Ligue est professionnelle, il faut que tu viennes avec nous. Et, par contre, ils ont travaillé fort pour que la Ligue devienne professionnelle. Exact. Et Québec avait accepté au début, la première fois, sans trop réfléchir, je pense. Par après, il dit non, on va voter contre. Là, il essaie de donner des arguments. Hey, écoute, si on fait ça, on est attaché, on va perdre nos grandes vedettes. Puis vos arénas qui sont remplis grâce à Jean Béliveau, ils le seront plus là. Effectivement, la Ligue senior est décédée quelques années plus tard. Là. Ça n'a pas été long. Là. Ouais. Ça a périclité. Mais la télévision aussi a fait en sorte qu'il y avait moins d'intérêt. Lorsque la télévision est arrivée, le hockey senior était beaucoup moins attrayant pour les spectateurs. Je prends quelques petites secondes pour vous dire que je suis en nomination au prochain Gala Les Oliviers dans la catégorie capsule ou sketch humoristique web de l'année. Et ça pour ma toune et mon vidéoclip Gosser sur mon sel, que vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux. Là, Gosser sur mon sel, Gosser sur mon sel. Bon, bref, je vais pas vous la mettre ou vous la remettre dans la tête. Mais je vous en parle parce que la catégorie, en fait, le gagnant de la catégorie sera déterminé par un vote du public. C'est la seule catégorie qui fait ça cette année aux Oliviers. Et je vous en parle parce que je me suis dit, regarde, tant qu'à gosser sur votre sel, si vous êtes game d'aller voter pour la toune, ça me ferait super plaisir. J'ai mis les liens autant dans ma bio de ma page Instagram, David Bocage, que sur ma page Facebook, David Bocage également. J'ai resharé le vidéoclip. Donc, vous pouvez même le faire en écoutant le podcast, hein? Multitasking, you know. Et faites-le pas si vous êtes au volant, par exemple. Ça m'inquiète, là, puis ça me crée une angoisse immédiate. Donc voilà, si vous êtes game d'aller voter pour mon vidéoclip, ça me ferait super plaisir. Sinon, vivez votre vie, il n'y a pas de... OK, merci la gang. Bonne fin d'épisode. J'ai-tu dit la gang? Je suis un personnage de Radio Enfer. Bon épisode. Qu'est-ce qu'on sait pas du passage de Jean Béliveau dans la ville de Québec? Ben, on en sait pas mal grâce au livre. Non, je veux dire, je parle qui est dans le livre, mais que les gens savent pas, en général, de l'impact ou de l'impact. Puis parce que, tu sais, évidemment, il a toujours été immortalisé comme un Canadien de Montréal, mais ça a quand même pris racine. Puis, parce qu'on va revenir à Guy Lafleur tantôt, qui a un peu émulé Jean Béliveau, qui était son idole, mais ça a vraiment commencé. Puis il était très heureux dans la ville de Québec, Jean Béliveau. Quel est l'impact, l'héritage de Jean Béliveau dans la ville de Québec? Je pense que le principal héritage, c'est qu'il est devenu ce qu'il a été par la suite grâce à son passage à Québec. C'était parfait pour un homme très gêné, très humble, qui parlait pas anglais, qui était un héros à Victoriaville, mais sans plus. Puis il est arrivé ici, on l'a idolâtré. Il est arrivé dans un nouveau Colisée
qui était tout fraîchement bâti. C'est pas à cause de lui. Il y a eu un feu. C'est pour ça qu'on a un nouvel aréna, là. Mais ça tombait bien d'en avoir un plus gros parce que Béliveau arrivait et sans savoir exactement ce qui allait se passer, il a attiré rapidement des spectateurs dans l'aréna. Et il a obtenu ses premiers contrats de publicité à Québec, avec la laiterie Laval. Et ça a été bon pour lui. Ça l'a beaucoup dégêné. Tu sais, il a vendu de la bière par après, mais au début, il vendait du lait et de la crème glacée. Alors, puis il se promenait avec sa voiture, avec son coffre rempli de crème glacée. C'est ça que la légende dit. Et puis, il arrivait dans des quartiers où ça jouait au hockey dehors. Puis, hey, tiens, les petits gars, amusez-vous. Crème à glace. Il y avait son... Ouais. Ouais, wow. La glace en mobile. Puis il y avait aussi son émission de radio. Alors tous les dimanches, il y avait une émission de radio, parfois en direct, parfois c'était fait durant la semaine. Et puis où il racontait des histoires de hockey, il répondait au courrier des gens. Alors la personnalité de Jean Béliveau, l'ambassadeur Jean Béliveau, s'est développée rapidement. Alors c'est pour ça que le Canadien réussit à l'attirer à Montréal, entre autres en 53, en disant non seulement tu vas jouer au hockey pour nous, mais on te veut comme représentant Molson dès le départ. Wow. Et Maurice n'était pas content là. Et au début, on voulait Maurice Richard du côté de Molson, mais en même temps, il était moins le fun avec les gens, beaucoup de controverses également, ses propos incendiaires. C'était pas l'image que Molson voulait, mais Jean Béliveau, c'est l'image du beau gars parfait. Il était gentil, sympathique, aimable. Alors, c'était parfait. Alors oui, c'est un peu à Québec que bâti ce qu'il est devenu par la suite. Et puis, ça, c'est intéressant. Quand même drôle que le gars avait son émission de radio. Je veux dire, les joueurs... Le Canadien est devenu tellement une chasse gardée, tu sais, puis de dire, je sais pas, tu sais, les médias ont de la misère des fois à avoir un gars d'entrevue 15 secondes, puis de dire que Jean, qui était joueur à Québec, avait son émission de radio. Ouais. Ça relève de la folie. Tu sais, c'est mal. Imagine là, que Caulfield de son émission dimanche, tu sais, ça n'a aucun rapport. Pourquoi pas? Mais non, justement, ça serait incroyable. Mais c'est à quel point c'est rendu impensable. C'est ça qui me fait, c'est la distance de. Mais non, je trouve c'est intéressant comme tu dis la genèse où il a un peu commencé à polir son il était tellement jeune. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, Jean Béliveau, dans ta vie? Une seule fois. C'est drôle parce que j'ai retrouvé, après la publication du livre, une photo qu'il m'avait autographiée. Je l'avais oublié, celle-là. Je l'aurais mis dans le livre, c'est sûr. Mais une seule fois, il avait été nommé ambassadeur à vie des Citadelles de Québec, qui était devenu le club école des Canadiens pendant 2 ou 3 années. Michel Therrien était coach à l'époque. Michel Therrien, José Théodore gardait les buts, Markov a joué, Ribeiro a joué, il y en a plusieurs qui ont passé par ici, mais c'est ça. Fait que, tout ça pour dire qu'il avait été là à la conférence de presse, et puis je l'avais rencontré à ce moment-là, très, très sympathique personnage. Mais j'ai eu la chance de rencontrer son épouse, plein de gens qui ont joué avec lui également. Et tout le monde est unanime. Jean Béliveau, c'était un gentleman incroyable. Jusqu'à la fin de ses jours, il a été remarquable. Alors, c'est un idole. Souvent, lorsque j'écrivais le livre, j'avais cette réflexion-là plus souvent, mais je l'ai encore à l'occasion. Lorsqu'il arrive une situation difficile dans la vie, je me dis, comment Jean Béliveau aurait géré ça? Ouais. Ouais, sérieusement. Alors, je pense que c'est ça. C'est un bon exemple à suivre. Et quand tu as fait le livre, tu dis que tu as eu la chance de parler avec Élise. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'entretiens? Quel a été son apport au livre ou les affaires que tu as demandées? C'était quoi votre relation? Ah, ben écoute, moi, j'avais validé plein de choses avant par écrit, donc dans les journaux. Puis, dans le fond, je voulais juste valider avec elle un peu. Ça s'est passé comment? Dans l'écrit, dans l'article du journal, il parle pas nécessairement de ça, par exemple. Alors, ça a été vu de cette façon-là. Entre autres, lorsque le Canadien le harcelait pour qu'il signe. Et ça, elle m'a raconté une excellente anecdote. Lorsque le dernier hiver que je jouais à Québec, Jean Béliveau joue 2 matchs pour le Canadien. Ils avaient droit à 2 matchs en tant que joueur amateur. Puis, ce premier match-là, Élise est dans les gradins avec les parents de Jean Béliveau. Et Frank Selke, non, c'est pas Frank Selke. Je me mélange toujours avec Sam Pollock. Ça va être Pollock. Pollock le fait venir Élise dans son bureau. Il a compté 3 buts en première période. Fait que, pour le Canadien, alors qu'il est le joueur amateur. Fait que Élise arrive dans le bureau, puis elle dit, qu'est-ce que vous me voulez? Ben, il dit, écoute, je veux que tu arrêtes de dire à Jean qu'il doit jouer à Québec. Ben, elle dit, jamais je lui dis ça. C'est pas de ma faute s'il joue à Québec. Il aime ça jouer à Québec. C'est pas moi il jouera à Montréal ou à New York, je m'en fous. Et puis, il ouvre son coffre-fort. Ça me raconte ça. Il ouvre son coffre-fort rempli d'argent. Puis, il lui dit à Élise, prends ce que tu veux. Je veux qu'il joue à Montréal. Puis, elle a dit, ben, voyons donc, elle s'est levée. Elle me raconte ça. Voyons, c'est pas de mes affaires, puis elle est partie. Imagine comme il voulait, Henri.
Ah ouais, c'est très Puis particulier. d'aller jouer dans la tête de la femme, c'est trop drôle aussi, les tactiques, là. Je comprenais pas pourquoi Jean refusait, puis il venait de compter 3 buts dans une période, là, quand il voulait le Canadien. Il n'a pas gagné la Coupe Stanley depuis quelques années. C'était Détroit qui était la grosse équipe à ce moment-là. Finalement, ils l'ont gagné en 53 sans Jean Béliveau, mais bon, on voulait s'assurer d'un autre francophone aussi. N'oubliez pas qu'en 52, 53, il reste Maurice Richard, Butch Bouchard, puis Jacques Plante. Ouais. Puis Bernard Geoffrion. Il y a 4 joueurs à peu près francophones vedettes. Puis après ça, c'est des anglophones. Alors, on a besoin de joueurs francophones vedettes. Puis Jean Béliveau en était un. Puis ce qui est intéressant aussi, ça, dans le livre, on en parle un peu, mais Québec, il y avait des rumeurs que Québec, avec son nouvel aréna, le Colisée, pourrait jouer dans la Ligue nationale. Puis l'équipe qui en arrachait dans la Ligue nationale à l'époque, c'était les Rangers. Il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, pas beaucoup de succès non plus. Différentes raisons à tout ça, mais on se disait pourquoi les Rangers déménageraient pas à Québec. Wow. Et si Béliveau signe pas que le Canadien avant l'été 53, ou avant l'été 54, donc une autre saison avec les As de Québec, lui aurait permis de devenir joueur autonome. Et avec une équipe à Québec, ben là, ça a été trop il aurait facile. pu. Ouais, c'est ça. Wow. En tout cas, il y avait des rumeurs c'est Claude Larochelle à l'époque qui avait écrit ça dans le journal en disant Béliveau pourrait jouer pour Québec si on attendait, on l'avait encore pour 1 an. Alors, les As reviennent avec un gros contrat durant l'été 53, mais Béliveau est déterminé à jouer pour le Canadien, finalement. Et il signe son fameuse entente de 5 ans pour 100 000. 100 000 dollars dans les années 50, c'est des bidous en tabarouette. C'est beaucoup d'argent, c'est plus que Gordie Howe, c'est sans doute, c'est plus que Maurice Richard. Peut-être que Maurice gagnait plus par année, mais il signait des contrats d'1 an. Alors ça le choquait beaucoup. Ouais, et ça l'a choqué que Molson l'engage. Alors, il va aller signer pour la brasserie Dow, qui était un concurrent dans les années à venir. Ouais. Puis je pense je pense pas qu'il y avait des super gros contrats par année, Maurice. Là, c'était vraiment, tu prenais ce qu'on donnait. Les gars avaient des jobs d'été, faut pas que tu oublies. C'était quand même, exact. Quand même des affaires un peu impensables. Fait quand tu parlais de l'histoire des 3 buts et qui fait venir la femme de Béliveau dans. imagine que Bergevin ait fait venir la blonde de Ryan Poehling dans son bureau le premier match. Parce qu'il score 3 buts. Non, prends ce que tu veux. Ah, laisse faire finalement. Finalement, non, c'était une bonne chose. C'est drôle parce que, c'est ça, tu l'as dit, quand Béliveau arrivait, c'était la fin d'une époque. Une époque qui se terminait, puis le Béliveau signait la fin d'une nouvelle ère. En fait, signait l'arrivée d'une nouvelle ère. Et 20 ans plus tard, 1971, parce que oui, Ken Dryden et Jean Béliveau ont joué sur la même équipe le temps de ces séries, des fameuses séries 71 où Ken Dryden a gagné le Conn Smythe avant de gagner le Calder. Faut le faire quand même. Il faut le faire, absolument. Oui. Et là, Jean Béliveau prend sa retraite. Et ce même été-là, les chaînes de l'histoire sont serrées parce que le Canadien repêche Guy Lafleur. Incroyable. Qui est la nouvelle, qui est la plus récente star des Remparts de Québec et qui porte le numéro 4 en honneur de son idole, Jean Béliveau. Et ça tombe bien parce que le livre que t'as écrit après, celui sur Jean Béliveau, et sur M. Guy Lafleur, que tu as également pas très loin. Écoute, après, pas très gros. alors que Jean Béliveau, c'était la naissance d'un héros, Guy Lafleur, c'est la naissance d'une idole. Ouais, ça, c'est l'éditeur qui choisit les titres. Alors, le mot naissance se retrouve sur mes 3 livres. Je sais pas pourquoi. La naissance du hockey, la naissance d'un héros, la naissance d'une idole. OK, donc toi, t'as pas ton mot à dire dans les titres? Oui, disons que c'est eux qui décident. Là. Je me rappelle que la Coupe à Québec, ils trouvaient qu'il y avait trop le mot Québec quand ils se vendaient pas à Montréal. Alors, les deux autres, là, je vous donne des petits coupes internes, là, mais alors, on met pas le mot Québec, on met juste Jean Béliveau, puis on met Guy Lafleur. Fait qu'on se dit qu'il va se vendre, mais même si c'est quand même le chandail des Remparts puis des As, il va se vendre quand même bien à Montréal. Alors, c'est un petit truc, là, parce qu'effectivement, dans le cas de Guy Lafleur aussi, c'est vraiment ses années Québec. Puis oui, les 3 années qu'il joue au tournoi, puis qui remplit le Colisée, puis qui devient déjà un héros instantané. Les 5 années juniors, 3 un peu dans le beurre, puis 2 extraordinaires avec les Remparts. Dans le beurre, dans le sens au niveau des statistiques, mais aussi surtout au niveau de la popularité, parce que les As juniors sont lamentablement mauvais, là, c'est fou. Et avec les Nordiques à la fin de sa carrière professionnelle, on en parle un peu aussi, évidemment, mais c'est fou parce que 2 années que les Remparts, c'était magique. Là. C'est fou parce que le fait qu'il ait fait 3 fois le tournoi Pee-Wee de Québec, aujourd'hui, je veux dire, tu le fais une fois dans ta vie, t'en parles le reste de ta vie, c'est une chance inouïe, lui. Chaque année, c'était comme, on va au tournoi Pee-Wee, puis c'est bien évident. Tu sais, il y a eu ces 2 années, justement, que je jouais avec André Savard, je pense. Oui, André Savard, Jacques Richard, oui.
André Savard qui est également passé au podcast. J'avais été chez lui à Québec. Mais tu dis, il y a eu 3 années avant. Fait qu'il a joué pour... C'était-tu les Remparts ou ça s'appelait pas encore les Remparts? Non, c'est qu'il y avait une équipe junior dans la Ligue provinciale junior A, qui était une ligue qui comprenait toutes les villes du Québec, sauf les villes dans le coin de Montréal. Alors, c'était un peu disparate, l'hockey junior à l'époque. Puis Québec avait un club qui s'appelait les As juniors, qui appartenait aux As seniors, et puis qui était considéré comme une équipe, effectivement moins importante que les As seniors. On misait beaucoup là-dessus. Et puis lui, à 15 ans, il arrive à Québec là avec la promesse qu'il va faire l'équipe junior à Québec. Suite à son passage au tournoi Pee-Wee, on lui dit, écoute, si tu veux jouer au hockey junior, tu veux jouer au hockey junior, on veut que ce soit chez nous. Puis finalement, ils s'entendent, puis il arrive à 14 ans pour commencer, parce qu'il est né le 20 septembre, alors il va commencer la saison à 15 ans avec des As juniors. Finalement, il fait pas l'équipe. Il est pas assez gros, il est pas assez vite, puis il va jouer dans le junior B avec je me rappelle, le CTR, qui est comme le nom d'une compagnie de pneus dans le coin. Et puis fait que là, il est vraiment dans le beurre. Il y a une photo de lui, puis on parle à peine de lui. Il revient l'année suivante, puis là, il fait l'équipe, fait 30 buts, c'est quand même pas si mal, mais l'équipe est lamentable, elle fait pas les séries. Et la 3e année des As juniors, là, ça va nulle part, il y a même pas 1000 spectateurs dans les gradins. Guy Lafleur fait 50 buts quand même, puis on l'a dit promis à un bel avenir, il a juste 17 ans. Mais c'est ça. D'ailleurs, tout le monde le veut à ce moment-là. Puis la mode à l'époque, le hockey junior est moins bien organisé au Québec. Et puis les meilleurs joueurs vont jouer dans l'Ouest. Pas dans l'Ouest, mais en Ontario. C'est ce qui est arrivé à Marcel Dionne. Voilà, c'est ça. Un bel exemple. Lui, il quitte les Rangers de Drummondville. Ça va jouer à St. Catharines. Phil Myre, nomme-les, ils ont tous pas Gilles Gratton. Le Canadien junior de Montréal, la meilleure équipe au Canada, joue dans la Ligue de l'Ontario. Alors, Gilbert Perrault, Marc Tardy, Régent Hall, c'est une équipe de l'Ontario, même si elle joue à Montréal. Et le Canadien junior veut Guy Lafleur, parce que c'est la logique. C'est comme ça que ça fonctionne. On va te donner 2-3 joueurs ordinaires, puis 5000 $, puis tu nous refiles Guy Lafleur. Puis il y a des doutes à ce moment-là. Même Guy Lafleur dit, moi, je veux jouer dans la Ligue nationale. Je veux pas jouer dans la Ligue junior A, puis je veux vraiment affronter les meilleurs. Je veux gagner la Coupe Memorial. Et puis, ça a pris l'arrivée des Remparts, ça a pris une fusion des 2 ligues montréalaises et celle du Québec pour former la Ligue junior majeure du Québec. Et l'arrivée d'un nouveau propriétaire qui change le nom de l'équipe pour les Remparts de Québec, garde les mêmes joueurs, dont André Savard, dont Jacques Richard et Guy Lafleur, les 3 vedettes de l'équipe. Et on arrive avec d'autres joueurs également. Puis finalement, 2 ans plus tard, c'est la Coupe Memorial. C'est fantastique. Et Guy Lafleur est à travers tout ça un héros, comme Jean Béliveau qui remplit le Colisée. Des foules incroyables, un bon salaire également, 130 buts à sa 2e année, beaucoup de succès dans les séries. C'est tout à fait fantastique ce qui arrive pour Guy Lafleur. C'est vrai parce que c'est tout le temps nébuleux, tu sais, comment les joueurs juniors sont payés, mais on sait très bien qu'il y a des trucs... Combien Guy Lafleur était payé pour jouer dans le junior à ce moment-là? J'ai pas l'information, mais c'était au-dessus... j'ai pas l'information. Encore une fois, j'ai pas lu le livre avant de partir, mais il me semble que c'était au-dessus de 20 000 $ et même plus. Là, il y avait sûrement il y avait pas d'agent à l'époque. C'était c'est un ami de la famille qui s'occupait de son cas. Il a été représenté par Jerry Patterson comme Jean Béliveau avec le Canadien. Ça n'a pas été gagnant pour lui. Là. On en parle dans le livre lorsqu'il veut jouer pour les Nordiques 2 ans plus tard. Là. Vas-y, conte l'histoire, parce que Guy a appris plus tard là, qu'est-ce qui s'était vraiment passé entre son agent et le Canadien de Montréal. C'est fou, hein? Alors, il signe un contrat de 2 ans avec le Canadien, qui est un bon contrat quand même recru. Puis, il connaît pas 2 très bonnes saisons, là, quand même correct, là, 27 buts, je pense, puis 25 buts ou 28 buts, je me rappelle plus. Mais Dionne connaît des meilleures saisons que lui. À Détroit, joue plus souvent aussi. Gilbert Perrault, Richard Martin, ces joueurs qui l'affrontaient, qu'il dominait un peu dans le junior, avaient de meilleures fiches que lui. Alors, c'était pas une superstar. Même Sam Pollock, après la 2e année, il dit, pas sûr que Guy Lafleur, ça va être un si grand joueur que ça. On va le prendre comme ça passe. Mais à Québec, on a une nouvelle équipe. Et puis, les Nordiques. Et puis, on veut le remplir. Puis, Guy Lafleur, il aimait Québec. Il revenait toutes les fins de semaine. Et il voulait, il aimait, ses amis étaient ici, tout ça. Puis, il s'ennuyait de Québec. Il s'était pas vraiment acclimaté encore à la ville de Montréal. Et puis, les Nordiques lui offrent des contrats, mais tellement ridicules. C'est des erreurs. C'est des grosses erreurs. Et finalement, à la 3e occasion, on arrive avec un contrat d'1 million pour 5 ans. Puis son beau-père est impliqué à quelque part là-dedans. Son beau-père, effectivement, est un des actionnaires de l'équipe. Voilà. Alors, comme ça, tu sais, Marius Fortier, qui reconnaît son erreur maintenant, qui l'a reconnu par la suite plutôt parce qu'il est décédé, mais croyait vraiment que le fait que son beau-père était dans les Nordiques, que ça faciliterait. On voulait avoir Lafleur pour pas cher.
Et la troisième fois, parce que Lafleur a refusé 2 premières offres, la troisième fois, on prend pas de chance. On arrive avec un contrat de 1 million pour 5 ans. Et c'est là que Patterson, son agent, qui lui est bien plus proche des Molson que du monde de Québec, des francophones de Québec, avertit Sam Pollock, puis il dit, écoute, il s'en vient avec un gros contrat, t'es mieux d'y offrir maintenant. Alors, comme de fait, on se dépêche pendant les séries de la Coupe Stanley, et on assoit Lafleur, puis tu sors pas d'ici tant que t'as pas signé le contrat qu'on va t'offrir, c'est 1 million pour 10 ans. Et lui, il sait pas qu'il y a 1 million pour 5 ans qui s'en vient. Fait que là, il essaie de rejoindre son beau-père, puis il rejoint parce qu'il sait que Québec va y offrir quelque chose bientôt. Finalement, il est pressé, il n'y a pas de téléphone cellulaire à l'époque, puis il signe son contrat. Et après la partie, son beau-père arrive et dit, c'est une offre d'1 million pour 5 ans. Il se met à pleurer, appelle le Canadien, fait annuler mon contrat, appelle son agent, non, je peux pas vraiment. Puis finalement, on sait très bien qu'il y a eu de l'argent au-dessus de la table, parce qu'ils ont sauvé beaucoup d'argent en signant 1 million pour 10 ans avec lui. Et puis le Canadien a dû en donner quelques milliers de côté à Patterson. Alors Lafleur a pleuré sa vie cette fin de semaine-là. Ils ont gagné la Coupe Stanley en même temps, dans les semaines à venir. Et puis aujourd'hui, il le disait là, lorsqu'on a fait le livre. Il dit, écoute, je regrette pas ce qui s'est passé finalement avec le recul, mais je me suis fait avoir pas mal. Ouais, parce qu'il y a eu un petit pot de vin en dessous de la table que son agent a eu pour Exactement. Est-ce que c'est débarrassé de lui quelques années plus tard. J'allais dire, si tu restais son agent, quelle arnaque quand même. Effectivement, quelle arnaque. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas toujours eu beaucoup de succès en affaires avec Lafleur, contrairement peut-être à Jean Béliveau. Il y a eu quelques erreurs en passant, mais son agent, dans ce cas-ci, avait joué un tour. Mais c'est une bonne chose, finalement, qu'il ait joué, c'est une bonne chose. Probablement qu'il a connu une grande carrière aussi en jouant à Québec, mais le fait de jouer à Montréal, d'être un héros, de gagner autant de Coupe Stanley, ça a fait en sorte que c'est devenu la légende qu'on a connue. 100%, 75 à 80, c'était la star de la Ligue nationale. Meilleur joueur au monde, oui, absolument. C'est drôle parce que aussi, tu parles de ces décisions d'affaires. Combien de publicité a fait Guy Lafleur? Je veux dire, moi, je pense avec Lafleur, je pense à l'affaire sur laquelle tu mets tes pieds qui vibre, là, qui vendait aux Jean Coutu. Il les a toutes faites, les greffes de cheveux, le lait, en tout cas, les autos. Les parfums, les autos, les restaurants, le Flower Power, l'espèce de Gatorade aussi. Son album disco. Son album que disco. Que j'ai en vinyle. Je l'ai ici en vinyle. Je l'ai aussi. Mais tu sais, juste tout le temps avec ça. J'allais dire son charisme, tu sais, genre d'invite. Bonjour, ici Guy Lafleur. C'était tout le temps comme, voyons, Guy, à quel point il a besoin d'argent? Tu sais, j'étais tout le temps comme, qu'est-ce qu'il fait encore dans des affaires? Mais bon, c'est... Ouais, je pense qu'à la fin de sa vie, à tout le moins, son vin, je pense, et son gin ou la vodka, là, je me rappelle pas, là, qui doit sûrement encore exister, ça a été, un plus grand succès, si on veut, là. Peut-être mieux entouré, mais c'est ça, pendant quelques années, malheureusement, on sentait qu'il avait pris des décisions un peu rapides et qui n'étaient pas aussi heureuses que son vin, justement, là. Qu'est-ce que tu voulais amener avec ce livre-là sur Guy Lafleur? Parce que, tu sais, il y a tellement de choses qui en... Tu sais, le fameux livre de Georges Hébert qui avait été écrit, là. Oui, très bon. Oui, absolument. Une belle inspiration aussi. Exact. Qu'est-ce que toi t'amenais avec ce livre-là que tu dis, OK, je vais ailleurs? Qu'est-ce que t'amenais qui n'avait pas déjà été dit sur Guy Lafleur? Dans ce cas-ci, c'était un peu différent parce qu'il y avait eu beaucoup plus de livres de Guy Lafleur qu'il y en avait eu sur Jean Béliveau. Et puis, il était toujours vivant. Alors, il y avait eu plein d'occasions de raconter sa vie. Mais là, c'était vraiment de mettre l'emphase sur Québec, des photos qu'on n'avait jamais vues, des photos qui avaient été oubliées. Ce que les journaux écrivaient à l'époque sur Guy Lafleur également. Ces rumeurs de « je quitte Québec pour aller jouer ailleurs dans le junior », on n'avait pas trop élaboré. Le fameux match ensanglanté contre St. Catharines en pleine demi-finale canadienne de la Coupe Memorial. On n'avait pas trop de détails là-dessus non plus. Comment ça s'était terminé? Ça s'est terminé en cours. Après ça, pourquoi l'Ouest canadien décide de venir jouer à Québec pour une série de 2-3 sans match de leur côté, alors qu'ils étaient bannis des séries de la Coupe Memorial quelques mois auparavant. Alors, c'était un peu mettre un peu plus au clair de ce côté-là. Et puis naturellement aussi la fameuse transaction qui avait amené le premier choix aux Canadiens, qui mettait la main à ce moment-là sur Guy Lafleur. Ça, c'est vraiment intéressant. Entre autres, je sais pas si tu en as déjà parlé, peut-être, mais ce que les gens retiennent peu, peut-être, de cette transaction-là, c'est qu'en donnant Ralph Backstrom aux Kings de Los Angeles, les Kings ont remonté de 6 rangs. Ils sont passés la dernière place au 6e avant-dernier rang. Hein. Et le premier choix des Kings, ils avaient fait la même chose que le Canadien. Les Bruins avaient obtenu le premier choix des Kings. Alors, si les Bruins avaient repêché Lafleur,
C'était la meilleure équipe de la Ligue nationale à l'époque, là. Faut pas se le cacher avec Esposito. Ou ça avait repêché Marcel Dion comme deuxième, ou Richard Martin. Ça aurait été différent, là. Mais finalement, en repêchant 6e, il a repêché, je me rappelle plus son nom, Spencer, là, peu importe. Il n'a pas connu beaucoup de succès. Fait qu'il s'assurait non seulement du premier choix, mais il s'assurait que Boston n'est pas un meilleur choix. Alors, c'était une très, très grosse transaction pour... Et en plus, ils avaient, en échangeant Backstrom, ils avaient échangé aussi les joueurs du côté de Minnesota. Et qui étaient aussi mauvais. Puis finalement, Minnesota avait eu beaucoup plus de succès par la suite. Alors, tout ça fait en sorte que ça a été une très bonne transaction du côté du Canadien. Et pour Guy Lafleur aussi. Ouais. Historique, vraiment. Est-ce que lui, comme tu l'as dit, il était encore en vie? Est-ce que tu as eu la chance d'y parler? Est-ce qu'il y avait une participation? Comment ça s'est passé? Même chose. Il n'était pas assez en forme pour le voir. Ça, c'était particulier parce que j'ai eu la chance de parler avec lui pendant la COVID. Alors, c'était en lien, comme on le fait actuellement. C'était comme ça. Et je me rappelle très bien que le premier enregistrement que j'ai fait avec lui, la première discussion, j'ai mis fin à la discussion après 20 minutes par respect. Parce que lui, il aurait continué, mais je sentais qu'il était essoufflé. Beaucoup d'hésitation dans ses réponses. Et j'avais dit, écoute, on va finir l'entrevue maintenant. Si tu me le permets, on se reprendrait plus tard. Parce que c'était pas prévu qu'on fasse 2 ou 3 entrevues. Puis ça a été possible. Il était très généreux. Je lui demandais des fois des numéros de téléphone pour parler à des gens de sursaut, tout ça. Puis il fouillait dans son cardex devant moi. Puis il a toujours été comme ça, Guy Lafleur, un homme extrêmement sympathique, très simple, très franc aussi lorsqu'il me raconte. Je m'en suis servi dans le documentaire sur Guy Lafleur, le rassembleur, qu'on a diffusé. Ouais. C'est là qu'il me raconte justement la fameuse discussion avec Jerry Patterson puis Sam Pollock pour son contrat avec les Nordiques. Et puis tu l'entends dire des gros mots, là. C'était sincère. Alors, j'aurais aimé ça le rencontrer. Je l'avais vu à plusieurs reprises, puis je l'ai vu au lancement du livre. Il était présent le 27 octobre 2021 pour le lancement du livre. Sa dernière apparition publique, c'était au Centre Vidéotron. Le lendemain, on retirait son numéro 4 à perpétuité dans l'hockey junior. Et tout ça s'est passé la même fin de semaine, mais j'aurais aimé ça lui présenter le documentaire parce que c'était le but. Et je vais te conter une anecdote que j'ai pas contée souvent, mais le documentaire, écoute, là j'étais sous le radar parce que janvier, février, mars, avril de 2022, on sait pas quand il va mourir Guy Lafleur. Puis encore là, on n'a pas trop d'informations. Je sais pas si ça va être bientôt ou ça sera dans 1 an, mais on voulait se dépêcher quand même. Puis on l'a fini début avril. Et puis là, j'appelle la famille Lafleur, puis c'est au courant, puis on a un documentaire, puis on aimerait ça le présenter à Guy. On aimerait ça qu'il le voit. Puis on veut pas de caméra, on va juste être présent, Jean-François Poirier et moi, qui avons fait le travail, et puis sont d'accord. Puis le vendredi, en fait, de la mort de Mike Bossy, c'est une semaine avant, le vendredi matin, Martin m'appelle, puis il dit, écoute, ça marchera pas, je serai pas là aujourd'hui. Puis j'aimerais ça être présent, fait qu'on se reprend la semaine prochaine. Bon, ben j'ai OK. Et puis finalement, ben c'était pas ça. C'était plus, parce que c'est ce que j'en déduis, c'est que Guy commençait à être vraiment faible. Et puis, finalement, on n'a jamais eu la chance de lui présenter. J'ai fait suivre le lien vidéo à la famille. Et puis, ils avaient d'autres chats à fouetter. Alors, sans doute que Guy l'a pas vu avant de mourir, malheureusement. Ouais. C'est finalement, vous avez refait combien d'entrevues? Vous avez fait quelques entrevues là, pour 3 entrevues avec Guy Lafleur. 3 entrevues. 3 entrevues, toi, t'allais le voir jouer dans le temps de Québec? Je me rappelle d'un match, mais tu sais, je suis dans 64, j'avais 6 ou 7 ans lorsque je l'ai vu jouer. Mais je me rappelle qu'il y avait, je pense, une victoire de 12-3. Puis, tu sais, mon souvenir, c'est ça. Je suis avec mon père, très haut dans le plafond du Colisée, puis Lafleur est partout, puis le match est trop facile. C'était, puis la chanson Ils sont en or. Je l'ai pas vraiment vu, sinon ce match-là. Le lancement du livre, quand tu dis à la place, sa dernière apparition publique, c'est la fameuse apparition où il est extrêmement émotif. Il avait pleuré dans son discours. Ça avait quand même marqué, sachant, je pense au fond de lui que c'était la fin approchait, tu sais. Donc c'était quand même quelque chose qui soit venu boucler la boucle à Québec. Quelque chose de très beau là-dedans. Raconte-moi quand tu as appris le décès de Guy Lafleur, ta réaction initiale dans le contexte, en plus que tu venais de finir le documentaire. C'était, je sais pas comment dire ça. Parce qu'on jamais pendant le documentaire était assez particulier là pour ceux qui l'ont vu, puis il est disponible sur YouTube et .tv de toute façon. Guy Lafleur, le rassembleur. Il y a aucun extrait récent de lui, sinon les quelques mots qu'il raconte sur les Nordiques. C'est tous des moments dans sa vie qu'il a raconté. Il n'y a pas d'entrevue récente avec des joueurs ou des anciens joueurs qui auraient pu dire ah oui Guy Lafleur, je me rappelle en telle année. Tout était tel que vécu à l'époque, tel que vu à la télé. Et puis, jamais je me suis dit,
Guy Lafleur va être mort quand on va le présenter. Mm-hmm. Jamais je me suis dit ça. Alors, c'était vraiment, je le fais pour lui. C'est vraiment dans ma tête, c'était je veux qu'il soit fier, malgré les erreurs, parce qu'on le soulignait, là, on a parlé de son alcoolisme, on a parlé de sa séparation, en tout cas de ses problèmes conjugaux, tout ça. Je veux qu'il soit fier de sa vie. Puis j'espérais vraiment qu'il le voit. Je pensais même pas aux gens qui allaient le voir, je pensais à lui. Puis lorsqu'il est décédé, il l'a pas vu. Mm-hmm. C'est vraiment ce que je me suis dit. J'étais triste pour ça, naturellement qu'il soit mort, mais aussi d'avoir fait ce travail-là. Je dis pas pour rien, parce qu'effectivement, ça n'a pas été pour rien. Il a été diffusé la journée de sa mort. C'était pas prévu, évidemment, mais là, ils ont dit, OK, à soir, à 19h ou à 20h sur RDI ou à la première chaîne, on le joue. Ils ont joué 4 fois jusqu'à la cérémonie la semaine suivante. C'est un record. Semble-t-il, c'est le plus haut code d'écoute des documentaires de Radio-Canada dans l'histoire. Parce que comme quoi Guy Lafleur, pas qu'il était si hot que ça, là, le documentaire, je crois qu'il était bon, mais c'est le fait que Guy Lafleur était si important, c'est ça. Le timing était... Ouais. Oui. Il y a quelque chose avec Guy Lafleur qui était très différent de Jean Béliveau. Hein. Maurice Richard, c'était vraiment la hargne, le Canadien français qui se soulève, tout ça. Jean Béliveau, là, c'est les années 60, l'élégance, la classe, le gentleman. Les années 70, Guy Lafleur, c'est la rockstar. C'était vraiment, à l'époque, encore une fois, l'image de son époque. Mais moi, ce qui m'intéresse dans Guy Lafleur, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est, puis évidemment, moi, j'ai l'âge que j'ai, là, j'ai pas vu Guy jouer. Écoute, je pense qu'il a pris sa retraite des Nordiques l'année que je suis né, là, tu sais. Mais ce qui m'intéresse parce que je savais que quand Guy Lafleur allait décéder, ça allait être gros, tu sais, puis mais ça a quand même été encore plus gros que ce que je pensais, tu sais. Je savais que ça allait être mais là, tu sais, les funérailles nationales, tu sais, c'était vraiment j'ai fait OK, tu sais, on oublie, tu sais, on s'habitue à ces espèces de légendes-là, mais ce qui m'intéressait, c'était la réflexion que j'avais, c'était sur qu'est-ce qu'une société décide de retenir de ses idoles, hein? Parce que tu l'as dit, Guy Lafleur, c'était pas un ange, hein? Je veux dire, contrairement justement à des Béliveau qui étaient toujours irréprochables, tu sais, c'était un gars sur le party, conduit son auto dans le ditch, des affaires extramaritales. Tu sais, c'était une rockstar, Guy, là. C'était sex, drugs, rock and roll, c'était vraiment ça. Mais c'est pas ça que, tu sais, qu'on retient, puis le rôle des idoles dans une société, tu sais. Parce que évidemment, tu as baigné là-dedans avec le livre et le documentaire, mais qu'est-ce que ça te fait penser, tout ça? Je pense que tu résumes très bien les trois. Puis c'est un trio, hein, Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Tu l'as dit, Maurice Richard, c'est la rébellion des Canadiens français. Jean Béliveau, c'est l'homme bon et juste grand, le monsieur. Hein? C'est un monsieur, Jean Béliveau. C'est un monsieur irréprochable. C'est vraiment ce qu'on entend. Puis Guy Lafleur, c'était le gars du peuple. C'était le gars de la gang. C'est le gars que tu peux aller revoir dans un coin, puis salut, comment ça va? Puis il va te sacrer une bine sur l'épaule avec sa cigarette à côté, puis il va te sacrer un sac ou deux, puis avec respect. Mais tu sais, c'est un gars de la gang. Puis ça a toujours été un gars de la gang. Puis je pense que les gens se sont reconnus en lui. Alors, il était très différent, Jean Béliveau, mais en même temps, ils se ressemblaient parce qu'ils avaient les deux un très grand respect des amateurs. Très grand. Jamais ils vont refuser une entrevue, jamais tu les déranges. T'es monsieur n'importe qui, il n'y a pas de caméra, puis il va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis as-tu des enfants, puis comme c'est ça Guy Lafleur. J'ai fait des entrevues avec lui. J'étais un journaliste de télévision communautaire, là. Puis j'ai encore le tape de ça, là. Et il jouait pour les Nordiques, où il venait juste de prendre sa retraite en 94 ou 95. Puis bon, c'est avant ça. Ouais. Et puis j'y pense aujourd'hui. Je l'ai fait déplacer ici à Lac-Beauport pour faire une entrevue d'1 heure. Puis peut-être été vu par 24 personnes. Il a pris le temps, là. Puis mes questions étaient pas très bonnes, puis ça n'a pas paru dans ses... Il était généreux, puis il a eu le goût de jouer avec moi pendant toute l'entrevue. Ça a été extraordinaire. C'était ça, Guy Lafleur. Puis des gens comme ça, malheureusement, le hockey, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Puis on le voit, là, c'est un peu dommage. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, c'est un bon exemple. Les gens l'ont aimé du début à la fin, malgré ses incartants. On lui pardonnait beaucoup ses erreurs. On appréciait son franc-parler. Cherche le mot en français. En anglais, c'est relatable. Tu sais, on s'identifiait, les gens s'identifiaient et c'est comme s'il y avait quelque chose de... Oui, c'est une idole, mais il est comme nous. Tu sais. Il est pas parfait. Tu sais, puis je pense que ça aidait à nourrir le truc.
pour ceux qui l'ont pas vu, il est encore sur... moi, je l'ai regardé hier soir, le Rassembleur. Je suis étonné, c'est pas la naissance du Rassembleur. C'est pas moi qui ai décidé le titre. Ça, c'est Jean-François. Puis c'est pas moi qui ai décidé les autres aussi. T'as raison. Ça aurait été bon. Non. Le Rassembleur, c'était parfait. Effectivement. Une époque aussi, pour encore une fois toujours revenir, je pense, le filon de ton œuvre, la Ville de Québec. Mais pour revenir, on parle pas beaucoup des années des Nordiques, de Guy, hein, qui est d'abord revenu avec les Rangers, avec Michel Bergeron. Je pense que c'était Tony Esposito à l'époque qui était... Phil, pardon, et non pas son frère Tony. Qui était à Pittsburgh, lui. Il avait refusé. Oui. Lui avait dit non. Exactement. Mais c'est donc, ce qui est intéressant, ça, écoute, on peut rêver, c'est gratuit comme on dit, mais à la base, Guy, puis moi je pense que c'est pas une mauvaise idée, il y avait un certain Wayne Gretzky qui était rendu à LA. Si je me trompe pas, Larry Robinson était peut-être déjà à LA. Lui, il avait peut-être cette idée-là d'être à l'aile d'un Wayne Gretzky et il avait approché les Kings. Carrément, il avait approché les Kings, Pittsburgh, les Rangers aussi, puis une autre équipe, j'oublie là, mais c'est ça. Il visait certains marchés, puis Québec était pas dans le lot. Il voulait pas jouer à Québec pour son retour, mais il voulait faire un retour effectivement. Oui. Il jouait à Gretzky, il l'avait fait dans la Coupe Canada en 81. Il se voyait bien jouer à ses côtés, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. On lui offrait des contrats d'invitation. On disait, Guy, viens faire le camp d'entraînement, puis on verra. Mais Guy était offusqué de ça. Il dit, écoute, j'ai 37 ans, j'ai compté 500 buts dans la Ligue nationale, j'ai pas besoin de faire une audition. Puis finalement, c'est ce qu'il y a eu avec les Rangers. Hein. Il y a personne qui va faire de contrat avant les Rangers, puis même pas les Rangers. Il a fait le camp d'entraînement à Trois-Rivières. Puis, tu sais, Phil Esposito, c'est le même gars qui a amené Manon Réaume au camp d'entraînement du Lightning. Hein. Showbiz. Showbiz, un peu de marketing, là. Pourquoi pas? Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé, mais il a bien fait. Puis non seulement Lafleur a fait l'équipe, mais Marcel Dion aussi. Et là, les deux, enfin, pour la première fois, ils jouent ensemble, mis à part la Coupe Canada, là, ou un match des étoiles. Et puis, le premier but de Lafleur, c'est sur une passe de Marcel Dion. C'est quand même magique, là, effectivement. Ouais. Puis, il connaît une bonne saison, 18 buts, je pense, à cette saison-là. Un but dans les séries également. Alors, ça a été positif. Puis, l'année suivante, Bergeron revient à Québec. Et puis, Lafleur suit. Et ça va finir sa carrière avec un contrat de 4 ans. Un peu comme on avait affaire à Jean Béliveau, hein. 2 ans comme joueur, puis 2 ans comme ambassadeur ou employé de bureau ou responsable de la promotion. Ouais. Il savait qu'il jouerait pas 4 ans dans la Ligue nationale, mais il en a joué 2 quand même. 2, pas des saisons complètes parce qu'il a été blessé, là, mais il a quand même fini avec 100, j'ai plus les chiffres, là, mais il a quand même bien fait. Puis les Nordiques étaient lamentablement mauvais. Ouais. Là, ça n'a aucun sens. Il a commencé la saison, la première, avec Peter Stastny puis Michel Goulet. Et pendant la saison, ils ont fait comme le Canadien l'a fait aussi par le passé. On a donné nos meilleurs joueurs contre des choix repêchage. Alors Stastny et Goulet sont partis. Lafleur est resté avec jeune Sakic. Oui. Et, c'est ça. Alors, pauvre Joe. Ouais, puis Joe, ben c'est ça, ça a été. Puis Joe en parle beaucoup en bien. D'ailleurs, il était présent aux funérailles. Il était descendu exprès pour ça. Et puis je l'ai entendu donner une entrevue à RDS où il disait Guy Lafleur, c'était mon chambreur. Puis je me rappelle très bien lors d'un match où on avait perdu encore, mettons un 8e match d'affilée. Et puis Guy Lafleur l'avait pris dans le bus puis il dit, faut pas que tu te décourages, Joe, parce que tous les joueurs qui sont ici là, ils seront pas là longtemps, là, mais toi tu vas être là encore. Toi tu vas être un héros pour les Nordiques. Il faut que tu restes positif, il faut que tu travailles fort. Les autres, on s'en fout. J'avais trouvé ça bon. C'est un peu ça, le Canadien a peut-être pas une grosse équipe, mais Caulfield puis Suzuki risquent d'être des joueurs qui vont être là longtemps. Alors, eux, c'est important qu'ils transportent l'équipe et le positivisme à travers l'équipe. C'est tout vrai, c'est juste ça s'est passé au Colorado. Oui, effectivement. Oh, ouais, ça, c'est une autre histoire. Et on salue Peter Forsberg, qui était là une petite demi-saison. Le temps 21 matchs, je pense, effectivement. Le temps d'un Calder avant de déménager à Colorado. Mais oui, écoute, Guy, finalement, parce que on le voit dans le documentaire, les gens croyaient pas tant que ça à son retour. Hein? Même Mario Tremblay, non, je pense pas qu'il peut jouer. Finalement, force est d'admettre, je suis pas en train de dire que c'était Guy Lafleur 75, mais il était quand même encore capable de jouer dans la Ligue nationale. Là. Oui, absolument. Mais Guy Lafleur a toujours été un gars qui il s'est entraîné beaucoup, puis ça, il me le disait au téléphone lorsque je jasais avec lui ou en Zoom. Là, il disait, moi, je me suis entraîné jusqu'à l'âge de 20 ans. Après ça, c'était plus nécessaire. Il croyait encore à ça. Il dit, la base était là, puis le reste, fait que là, il fumait, il buvait, puis à 30 ans, il avait l'air d'avoir 40. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'il a ralenti. Mais à 37 ans, quand il se décide enfin de revenir dans la Ligue nationale, il sait qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'il se mette en forme. Puis il s'est mis en forme. Puis on le voit dans les images d'entraînement, un reportage de Jean Pagé. Il est slim, il est cut.
il était prêt à un retour, ce qui n'était pas le cas à la fin de sa carrière avec le Canadien. Il s'entraînait pas, il avait perdu de la vitesse. Voilà, c'est ça. Mais il y avait aussi des aptitudes naturelles, son fameux rythme cardiaque qui était excessivement bas de manière naturelle. Mais justement, tu sais, c'est le cancer du poumon qui l'a emporté. J'ai appris plus tard, lui, il a continué de fumer toute sa vie. Toute sa vie, c'est ça. Semble-t-il qu'il n'a pas fumé à Québec, avec les Remparts. Avec les Nordiques, sans doute, là, mais avec les Remparts, il fumait pas. Donc, c'est Michel Brière, qui était son coéquipier, qui m'avait dit ça. Il dit, moi, je me rappelle pas d'avoir vu Guy Lafleur fumer. Alors, il y en avait d'autres dans l'équipe, entre les périodes, entre les matchs, tout ça, dans l'autobus, mais je me rappelle pas de l'avoir vu fumer. Donc, il a dû commencer ça par la suite avec le Canadien. Et puis, il a fumé jusqu'à la fin, jusqu'à temps que les médecins lui disent que ce serait une bonne idée d'arrêter, là, à la fin de sa vie, mais c'est ça, il était trop tard. C'est drôle que c'est triste que Mike Bossy et Guy Lafleur aient eu le même diagnostic. Puis aussi rapproché, étonnamment. En plus, c'est ça, deux grandes légendes. Mais là, on voit la différence. Mike Bossy a été un aussi grand joueur, probablement, qu'Iguy Lafleur. Mais il a joué ailleurs. Puis il a joué 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est vrai. Moins longtemps, blessure au dos, mais c'est pas vrai que nul n'est prophète dans son pays. Quand tu joues pour le Canadien, ça donne une carte de visite incroyable pour le restant de ta vie. Et malheureusement, Marcel Dionne, Mike Bossy, probablement Mario Lemieux n'auront pas cette Raymond Bourque. Même si ça a été des grands joueurs, ils n'ont pas joué à Montréal. Alors, exact. Ultimement, Mario habite aux États-Unis, à Pittsburgh, ses enfants sont américains. Même chose pour Raymond. Raymond Bourque, mais c'est sûr qu'au Québec, quand tu as joué pour le Canadien, tu as eu le pied dans la porte, mettons. Oui, exactement. T'as dit que tu as pris des photos en tant que journaliste avec 2 personnes, Guy Lafleur et un autre joueur des Nordiques. Des photos? J'avais lu ça, je pense que c'était sur ton site, quand il y avait une photo de toi quand tu avais interviewé, je pense, Guy Lafleur. C'est arrivé juste 2 fois, Guy Lafleur et Peter Stachny. Peut-être les 2 photos que je suis le plus ému, où je me sens vraiment comme privilégié. C'est peut-être ça que j'ai voulu dire, là, mais effectivement, Guy Lafleur et Peter Stachny, je peux pas les tutoyer. J'avais bien de la misère, même si Guy me le demandait, là. Peter, c'est à vous, ça c'est clair. Jean Bilot, évidemment, j'ai vu une seule fois, mais je me rappelle pas d'y avoir dit dessus, c'est certain, là. Mais il y a comme des gens comme ça, tu regardes, si tu peux comprendre, lorsque les gens disent c'est mes idoles. Je pense pas que j'ai beaucoup d'idoles dans la vie, là. On en a pas une tonne non plus habituellement, mais autant Peter Stachny, Guy Lafleur et Richard Garneau, qui était pour moi une idole que j'ai côtoyé à Radio-Canada pendant quelques années, là, jusqu'à la fin de sa vie. Là. Ça, pour moi, c'était des grands Québécois. Tu étais gardien de but, toi, plus jeune? Oui. Et qui était ton gardien de prédilection? Je me rappelle que j'avais un mélange de... je suis dans son écart. Alors, Ken Dryden, parce que j'étais grand. Je le suis encore, mais à l'époque, je dépassais tout le monde d'une tête. Alors, je faisais comme lui, là. Je me mettais avec mon bâton comme ça, lorsqu'il y avait une pause entre deux hors-jeux, entre deux mises en jeu. Et puis, Tony Esposito, parce que j'aimais beaucoup le style papillon. Alors, mais je l'avais pas tellement, mais c'était Tony et Ken Dryden. C'était pas mal mes 2 héros de hockey. J'ai joué jusqu'à l'âge de 40 ans. Ça a toujours été une passion. Un certain niveau quand même, mais... malheureusement, j'étais pas assez dédié à mon entraînement pour être un joueur professionnel. Est-ce que tu as joué jusqu'à 40 ans, même comme gardien? Oui, absolument. Wow. 40 ou 45, je me rappelle pas, mais j'ai joué longtemps comme gardien de but, effectivement. Wow. Tes genoux et tes hanches sont très louables. Parce que c'est déjà... j'ai un genou magané pas mal. J'ai dû me faire tomber dessus une couple de fois, c'est certain. Là. C'est ça. Mais non, mais j'ai adoré ça, jouer au hockey comme gardien de but, effectivement. En tant que gardien et gars qui a écrit des livres, est-ce que tu t'es intéressé à l'œuvre de Ken Dryden, l'auteur? Pas tant, non, malheureusement. J'avoue que j'ai pas lu, malheureusement. Là, puis je dis ça parce qu'il vient d'écrire un livre encore, là, mais je suis en retard dans les biographies. J'ai pas lu les récentes biographies, malheureusement. Là, ils sont plus récents, c'est sur la série du siècle. Ouais, c'est ça. La série du siècle, c'est ça. Puis, tu vois, on a un projet de documentaire actuellement sur l'histoire de l'AMH. On en a profité lors du 50e aussi pour interviewer là, les légendes qui étaient présentes, là, les Rosaire Paiement, Richard Brodeur, Réal Cloutier et tout ça. Alors c'est ça. Je suis dans d'autres projets actuellement, puis j'ai pas malheureusement le temps de passer assez de temps à mon goût à lire ces biographies-là, mais c'est certain que j'aimerais ça le faire. Son fameux livre, c'est The Game. The Game, oui. Ken Dryden, le match, qui est apparemment un livre non seulement écrit sur le hockey, mais certains diraient sur le sport en général. Avant de te laisser partir, je veux aussi qu'on parle, parce que je sais que tu as aussi un podcast dont j'aime beaucoup le titre.
T'en as deux, en fait, même, si je peux dire. Ouais. Un qui s'intitule Les deux côtés de la médaille, mais l'autre qui s'intitule... Vas-y, je te laisse révéler. Jouer comme une fille. Exactement, j'adore que vous êtes parti d'une expression de mon oncle, que vous avez twisté, vous avez tourné de l'autre bord pour en faire quelque chose de positif. Parle-moi un peu de ce projet-là, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un projet en collaboration avec Égal Action, qui se veut un organisme pour la promotion de la place des femmes dans le monde du sport, non seulement sur la glace, comme on dit, ou dans les différents sports, la pratique du sport, mais aussi au deuxième étage. Pour reprendre encore une fois une expression au niveau administratif, il y a très peu de dirigeantes de sport, de plus en plus, mais il y a encore très peu d'entraîneuses ou d'entraîneurs plutôt. Même chose pour au niveau de la direction. Alors on fait la place aux femmes et aux hommes aussi qui font la promotion et la place des femmes dans le monde du sport. Alors ça fait maintenant 2 ans. On n'a pas 170 épisodes comme toi, on a une trentaine, je pense, mais c'est ça. Alors jouer comme une fille, c'est disponible en vidéo et en audio également avec Guylaine Demers, qui est une sommité au niveau de la place des femmes dans le monde du sport, une professeure en éducation physique à l'Université Laval, puis qui a remporté des prix avec le Comité olympique international également. Bref, c'est un beau balado. On a bien du plaisir à le faire avec Guylaine et puis avec plein d'invités, Isabelle Charret, Chantal Petitclerc. Caroline Ouellette est allée. Caroline Ouellette à 2 occasions. Ça avait été vraiment intéressant, ça, effectivement. Avec Caro, vous aviez parlé de... Je pense que c'était vraiment intéressant. On a parlé, entre autres, de la place du hockey des femmes au Québec, qui est très... Ça, c'est une vraie honte que le Québec ait aussi peu de femmes qui jouent au hockey. On a vraiment laissé aller les choses depuis des années. Puis après ça, on se surprend qu'il y ait juste 2 Québécoises dans l'équipe nationale ou 3 Québécoises dans l'équipe nationale. C'est parce qu'on n'a vraiment pas fait de place au hockey féminin. Là. L'Ontario a 9 personnes à temps plein dans leur fédération. Nous, on en a une seule, peut-être 2 maintenant à Hockey Québec. Ça fait partie des choses dont on a discuté. Le Québec est en retard. Et il est temps que ça bouge. Puis une chance qu'on a Marie-Philippe Poulin et Anne-Renée Desbiens pour nous représenter maintenant. Mélodie Daou, je pense, également. Mélodie Daou également, qui était là longtemps, effectivement. Elle est encore là. Non, c'est ça. C'était quoi l'explication du déclin du hockey féminin au Québec? En fait, c'est qu'on s'en est pas occupé. On a toujours pensé que oui, les filles étaient bienvenues, mais ils joueront avec les gars. Alors que l'Ontario, ça fait longtemps qu'ils ont dit non, les filles, vous doivent jouer avec les filles. Puis oui, ça arrive à l'occasion que les filles peuvent jouer avec les gars, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut qu'elles se rassemblent ensemble. Puis c'est Vanessa Riopelle, qui est aussi une de nos invitées, qui est responsable du programme féminin à Baseball Québec, qui a dit les filles entre elles, c'est très différent. Ça va s'aider, ça va s'encourager, ça va avoir du plaisir à faire le sport. Ça sera pas une fille parmi des gars. Puis on a eu ce problème-là au Québec longtemps. Alors, encore aujourd'hui, nos meilleures joueuses doivent jouer souvent avec les gars. Oui, il y a des programmes universitaires, mais la base est pas assez bien représentée. Alors, il faut lorsqu'une fille arrivait, c'est un exemple là, qu'on a donné avec Caroline, lorsque les filles arrivaient pour s'inscrire, lorsque les parents arrivaient pour s'inscrire à l'association mineure du coin, on disait, oui, ils joueront avec les gars. Elle jouera avec les gars. Mais c'est pas toujours intéressant pour les filles de jouer avec les garçons. Moi, j'ai une fille de 12 ans, puis elle n'a pas de fun à jouer en éducation physique avec les puis elle est plus grande que les autres en plus. À cet âge-là, les filles ont c'est ça. Plus. Mais, les gars parlent comme ça. Ouais. Puis effectivement, c'est pas pareil. Alors bref, on a un peu laissé aller les choses. Je veux pas commencer à faire le procès d'Hockey Québec, mais avec l'avenue de Jocelyn Thibault, avec le rapport sur le comité que j'ai eu la chance d'écrire l'an passé, le comité sur le développement du hockey au Québec, avec Marc Denis et compagnie. Ça a été, je pense qu'il y a des belles pistes de solutions qu'on a apportées lors des discussions. Et il faut que le hockey prenne sa place, le hockey joué par les filles prenne sa place. Moi, j'ai une sœur qui a joué au hockey, puis c'était toujours avec les gars. Et Marie-Philippe Poulin, elle-même, a joué beaucoup avec les gars. Je pense même midget tout le monde, si je me trompe pas. Donc, t'as raison. Il y a tout un modèle, mais comme tu dis, Jocelyn Thibault, en espérant que... Puis Dieu sait que la liste de tâches à effectuer, puis le bateau à tourner de bord pour Jocelyn, ça fait pas en énorme. Mais... Oui, absolument. Mais c'est l'homme de la situation, je pense. Oui, j'ose espérer, je pense être optimiste. Marc, ça a été un plaisir de te recevoir. Je sais pas s'il y a des affaires qu'on n'a pas parlé ou des trucs, si jamais tu veux dire. Puis surtout, savoir quel est ton prochain projet d'intérêt. Je veux dire, tu as touché à des idoles, à des Jean Béliveau, Guy Lafleur, documentaires, la naissance du hockey des Bulldogs de Québec. Quel est le sujet qui te titille ces temps-ci? Quelques documentaires en vue, dont celui de l'histoire de l'AMH. Ah, voilà. Avec une portion plus Québec là à travers tout ça. Alors ça, c'était vraiment intéressant. C'est une ligue qu'on a oubliée, mais tandis qu'on a encore des gens, des vedettes de l'époque encore vivants, on en profite pour faire les entrevues puis faire un beau documentaire là-dessus. Sinon, à Québec, on a un beau projet de Panthéon des sports. Il n'y a pas de Panthéon des sports ni à Montréal ni à Québec.
Québec. C'est une vraie honte. Il y a des villes au Québec qui ont pris les devants depuis longtemps. Toutes les villes en Amérique du Nord ont un panthéon des sports pour honorer les athlètes, les ambassadeurs, les équipes du passé. Il n'y a rien de tout ça, ni à Montréal, ni à Québec. Alors, nous, on bouge de ce côté-là. Dans les prochaines années, prochains mois, il y aura des bonnes nouvelles en ce sens-là. Alors, c'est un de mes projets. J'aime beaucoup l'histoire, comme tu le sais. Oui. Puis, pas juste le hockey. Alors, il y a plein d'autres héros qu'on a connus dans la région qui méritent d'être reconnus par tout le monde. Ouais. Oui, puis je te remercie. Je pense que c'est un exercice quand même de mémoire collective, hein, tu sais, quand même c'est quand même drôle, mais tu sais, de savoir que si toi t'avais pas écrit le livre C'est Bulldogs de Québec, est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait, je sais pas. Probablement, mais effectivement, je n'ai pas pris de chance. Non, c'est ça exactement, avant qu'il soit trop tard et Guy, tu as eu la chance quand même de le croiser, d'y parler avant qu'il soit trop tard, justement. Même chose, tu sais, avec les œuvres sur Béliveau. Donc, merci de ton travail, merci de ton passage à Dread sur le tape et j'ai excessivement hâte de déjà voir ce documentaire sur la MH qui est, encore une fois, surtout pour les gens de mon âge, moins connu, tu sais. Donc, merci puis au plaisir de se croiser. Merci David, un plaisir. Bye. Merci, bye. À la boy, et merci à Marc de son temps et de sa passion. Je vous invite à aller consulter ses œuvres, ça vous a parlé, ses livres, allez tous voir ça sur Internet et j'ai extrêmement hâte de voir son documentaire. Je vous rappelle de mon côté que je suis au Théâtre Sainte-Catherine le 17 mars à Montréal et je suis à Longueuil à la salle Fenplace le 19 mai. Check it out au davidbocage.com pour vous get des billets. Je vous dis, passez une magnifique semaine et croquez dans la vie à pleines dents. OK? C'est presque une menace. OK, bonne semaine. Bye-bye.